Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous, puisqu'il est encore temps. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2023. Solidarité, unité, tel est notre credo. Nous soyons en mesure de travailler ensemble et résoudre, bien évidemment, tous les défis auxquels nous sommes confrontés et construire un monde plus uni, plus juste pour tous, et que cette année apporte la paix, la prospérité, le bonheur à tous. Je suis heureux, mais vraiment heureux de saluer notre président, nouveau président Nicolas Ferrand, et qui m'a fait l'honneur de me reconduire à la présidente de ce comité international de notre région qui existe depuis des années. J'avais été effectivement il y a une quinzaine d'années à l'initiative de la création de ce comité et qui va prospérer. Je sais qu'il est conscient de l'importance de la profession, que la profession doit accorder à l'accompagnement de nos entreprises à l'international, et notamment la PME. Je salue également mon vice-président Gilles Belaïch, qui est à l'initiative de ce webinaire et de notre comité international, avec la participation, bien sûr, vous le verrez tout à l'heure, de nos partenaires naturels, l'APEX et BPI, qui interviendront pour ce webinaire. Je suis sûr, et j'en suis certain, puisqu'on les connaît, qu'ils apporteront une contribution précieuse à ce webinaire. Les aides à l'export peuvent être une source importante de soutien pour les entreprises qui cherchent à développer leur activité à l'international. Elles peuvent prendre différentes formes, vous le verrez tout à l'heure, telles que des subventions, des prêts à taux préférentiels, des garanties de prêts. Leur objectif est de couvrir certaines des dépenses liées à l'exportation, comme les frais de transport, les frais de dédouanement, les coûts de participation à des salons professionnels à l'étranger. Elles peuvent également inclure des services de conseil et d'assistance pour aider les entreprises à naviguer dans les démarches administratives et réglementaires liées à l'exportation. Et ce n'est pas réservé uniquement aux grandes entreprises. Le commerce extérieur est l'affaire de tous et doit préoccuper la profession d'expert comptable qui accompagne les entreprises internationales. En tant que député, je mets ma casquette de député, j'ai produit un rapport l'année dernière sur la détaxe de TVA, qui doit être généralisé à tous les commerces grâce aux applicatifs du net. On fera peut-être un webinaire sur ce sujet et le rapport, il est sur le site de l'Assemblée. Et dès 2017, j'avais œuvré pour l'autoliquidation en matière de TVA pour les importateurs. Aujourd'hui, c'est chose faite et c'est ce qui a amélioré la trésorerie des entreprises. Dans le cadre de mes fonctions à l'Assemblée nationale, je m'intéresse beaucoup au développement de nos relations d'affaires et notamment avec l'Afrique. Et nous sommes dans une région tournée vers l'Afrique. C'est ainsi que j'ai pris récemment la présidence du groupe d'amitié France-Bénin, mais je suis aussi vice-président du groupe d'amitié du Liban. Notre région a une carte à jouer et on va tous la jouer ensemble puisqu'elle est la porte vers l'Afrique et la porte donc de l'Afrique vers l'Europe ou l'Europe vers l'Afrique. Je continuerai à œuvrer en faveur de cette relation particulière avec l'Afrique, mais en attendant, nous devons apporter à nos clients toute la connaissance et les outils qu'ils accompagnent dans leur développement international. Ils existent, ces outils. Tini tout à l'heure et Jean-Yves vous le présenteront. Sans tarder, je laisse la parole à notre président Nicolas Ferrand, qui va vous dire un petit mot, et je vous souhaite un webinaire constructif et j'espère que les participants trouveront des opportunités intéressantes pour accompagner nos clients internationaux et participer ainsi à l'équilibre de notre balance commerciale. On en a besoin, surtout en ce moment. En tout cas, j'en formule le vœu en ce début d'année. Cher président, je te cède la parole. Merci Mohamed. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est pour moi aussi l'occasion de souhaiter tous mes voeux de bonheur et réussite à ceux que je n'aurais pas eu encore l'occasion de croiser ou de voir sur les écrans, parce qu'on est très présent sur les écrans actuellement, pour vous dire que je vous souhaite une année riche en émotions et en concrétisation de nombreux projets, et notamment donc, à l'international, puisqu'on attaque cette année avec les aides à l'export, et je trouve ça de très, très bon augure. Alors, dans un premier temps, je tenais à remercier les membres de ce comité et nos partenaires, l'APEX et BPI France, et notamment Mohamed Akila et Gilles Belaïch, qui mènent les travaux de ce comité déjà depuis 2 ans avec brio. Et je vois que la qualité de l'intervention d'aujourd'hui ne me fera pas mentir. Le contexte de crise que traverse la France depuis déjà maintenant
plusieurs mois, on peut même parler d'années, confirme plus que jamais la pertinence des orientations qui peuvent être prises, et notamment le positionnement sur l'international et l'export. Le financement de l'export est aussi un enjeu. Au même titre que les PGE ont pu sauver de nombreuses entreprises pendant la crise sanitaire en leur permettant de se repositionner, les aides à l'export peuvent permettre et permettront aux entreprises de se repositionner dans un contexte de crise où un marché peut être saturé d'une manière locale. De ce point de vue, et c'est mon point de vue, les experts comptables doivent être un réseau au service des entrepreneurs qui souhaitent se développer, se redévelopper au cœur de leur activité et notamment à l'international. Je vais à présent laisser la parole à nos intervenants. Merci. Merci Nicolas. Jean-Yves, président du club de l'Apex, quelques mots pour… donc je rappelle à tous les experts comptables que le club Apex est notre partenaire historique dans le domaine de l'international. Jean-Yves, merci d'être là. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir conviés. Merci d'avoir organisé cette réunion qui revêt un caractère effectivement prioritaire. Financer l'exportation, au club Apex, on en parle tous les jours. Le club Apex existe depuis 47 ans, bientôt 48, et il fédère 600 entreprises exportatrices du territoire. C'est une association donc, qui met à la disposition de toutes ces entreprises toutes les expertises. Et Dieu sait si la finance en fait partie. Alors, vous avez parlé de réseau, on est un très gros réseau, on fait partie du collectif de l'international, c'est très important. Et je sais que dans l'auditoire, il y a des entreprises de notre association. Ce qui est très important, c'est que les TPE et les PME, on ne le dit pas assez, n'osent pas l'international. Et ces sociétés, lorsqu'elles veulent accéder à l'international, eh bien, on met à leur disposition tous les outils pour le faire. Alors, ils analysent le pays, ils analysent leurs produits, ils essayent de valider leur faisabilité sur le pays. Et puis après, il y a la partie finance. Exporter, c'est des moyens humains, ce sont des règles, ce sont des moyens financiers. Et les moyens financiers, eh bien, il faut savoir que ça existe, qu'il y a des outils et qu'il y a la possibilité, et je remercie BPI France d'être partenaire de cette table ronde, et l'ordre des experts comptables, qui sont un moyen incontournable d'accéder à ces outils. Alors, merci. Je pourrais peut-être reprendre la parole un peu plus tard. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut oser l'international. Plus que jamais, après les 2 années que nous venons de vivre, 2021-2022 restera ancré à jamais dans ce qui s'est passé au niveau international comme cataclysme. Nous avons vécu des hausses de fret qui sont extravagantes, qui n'ont pas été prévues, prévisibles. On a eu des hausses du dollar qui ont pris 20% en quelques semaines, puisque le 12 juillet 2022, on a eu $1 égale €1. Donc, effectivement, ça a boosté les exportateurs, ça a boosté les opportunités d'export dans la zone dollar, hein, puisque, bon, forcément, ça a eu un très gros impact pour les importateurs qui ont eu leur prix augmenté de 20%. Mais ce que moi, j'ai expliqué à nos adhérents, surtout si vous êtes en zone dollar ou en dehors de la zone euro, profitez-en, puisque les prix que vous avez faits sans les modifier vont bénéficier d'une remise de 20% pour vos destinataires. Voilà. Donc, c'est le moment ou jamais. Il faut oser l'international, il faut oser activer le réseau, et l'Apex est là pour servir tous nos adhérents et plus, puisqu'on a des webinaires, on fait 44 événements par an, et on offre à toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre toutes ces facultés. Merci de ce webinaire et à tout à l'heure. Merci beaucoup, Jean-Yves. Nous laissons la parole maintenant à Madame Tini Doucin-Ramirez qui va faire une courte présentation, donc, qui est la déléguée internationale Sud pour BPI France. On est vraiment très chanceux aujourd'hui d'avoir l'intervention de notre président, M. Mohamed Lakila, du président du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables, et nous sommes encore plus chanceux d'avoir l'intervention de Tini Doucin-Ramirez. Quelques mots sur BPI et sur la présence Sud avant notre intervention. Oui, merci Gilles pour cette introduction. Merci à l'Ordre des experts comptables et à l'APEX d'avoir pensé à nous pour ce webinaire, parce qu'effectivement, on fait partie intégrante des dispositifs de soutien public à l'export, et on rentrera dans le détail tout à l'heure. Donc moi, pour ma part, je suis la déléguée internationale
chez BPI France pour la région Sud. Donc, je couvre avec mon équipe les 6 départements de la région et nous faisons partie intégrante de la Team France Export, qui est cette réforme voulue et organisée par nos tutelles du soutien public à l'export, avec d'un côté des acteurs qui œuvrent sur le volet accompagnement, les chambres de commerce, Business France, donc qui apportent un petit peu, si je dirais, la boussole, et puis de l'autre côté, BPI France, qui est la banque publique de l'export et qui donc prend plutôt le rôle de carburant, oxygène, voire parachute, pour accompagner justement sereinement les entreprises à l'international avec des dispositifs, on le verra, bien évidemment, ouverts de la TPE jusqu'à la grande entreprise, mais il faut désacraliser cela et c'est important qu'on se parle aujourd'hui. Ce n'est pas réservé qu'aux grands groupes. Bien au contraire, les dispositifs sont ouverts à nos TPE et PME régionales. Et j'en dirai plus tout à l'heure. Merci Gilles. Merci Tini. Donc, nous pouvons à présent commencer donc, notre webinaire sous le mot essentiel, c'est réservé à tous et à tous nos clients en tant qu'experts comptables pour les assister au quotidien. Alors, nous allons faire cette présentation sur une répartition qui est presque évidente. BPI France est un acteur incontournable, je dis bien incontournable, de tous les outils se rattachant au financement et aux aides à l'export. Nous avons bien évidemment un certain nombre d'autres supports et d'autres actions. Donc, nous allons commencer par initier quelques actions, quelques supports sur la partie aide à l'export hors BPI et je vais céder la parole juste après à Tini qui fera évidemment la présentation des schémas qui se rapportent au support de BPI France, mais ça se fait de manière très interactive. N'hésitez pas, si vous avez des questions extrêmement ponctuelles, on est là pour être également à votre écoute et répondre aux différentes questions. Vous avez un chat qui est présent et bien évidemment, vous pouvez y poser l'ensemble de vos questions et on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Mais à la fin de ce webinaire, il y aura un petit point de questions-réponses. Alors, nous commençons par une première action qui sur le chèque relance export, alors qui est sur la fin 2022, puisqu'en fait, cela a pris fin le 15 décembre 2022. Vous allez voir très rapidement le slide sur ce point. Donc, le dispositif du chèque relance export se termine en 2022. Nous l'avons tout de même positionné sur ce webinaire puisque, en fait, comme toute action qui se termine, eh bien, il y a un chemin pour le clôturer comme il se doit. Et nous, en tant qu'experts comptables également, et pour l'ensemble des PME et TPE, nous avons un certain nombre d'actions à suivre sur 2023. C'est pour ça que nous l'avons positionné avec la date fatidique du 15 avril 2023, qui est la date limite de remise des prestations éligibles au chèque relance export. Alors, on le dit en un mot, le chèque relance export, c'était l'opportunité, et c'était au travers de la région Sud également que cela se véhiculait, de pouvoir financer un certain nombre d'actions visant bien évidemment l'assistance et le support de l'ensemble des sociétés vers des actions à l'exportation. Aujourd'hui, ça a été abrogé avec la finance. C'est un dispositif qui était à l'initial prévu jusqu'en 2022, donc il n'y a pas vraiment de surprise. Et il faudra être extrêmement vigilant pour l'ensemble de nos clients et pour les TPE, PME à bien accomplir le bon suivi de ce calendrier, sans quoi, même si on a fait des actions qui étaient validées initialement sur la partie export, même si on est pleinement éligible, eh bien, le non-respect de ce calendrier aura pour effet de ne pas nous permettre à nos clients et aux différentes sociétés de pouvoir se voir rentrer dans ce dispositif d'indemnisation. Donc, on a les dates, on les connaît. 15 avril 2023, c'est la date limite de remise des prestations. Le 30 mai 2023, c'est la date limite pour remettre tous les éléments, en l'occurrence les factures, ça on connaît bien chez nous, qui permettront de se voir rembourser et générer le versement
des CRE. Au-delà de cette date-là, il n'y aura strictement aucune dérogation possible. Il a été très clair que, notamment auprès de notre profession, que pour l'ensemble de nos clients, ces dates-là ne supporteront aucune dérogation. C'est vraiment très, très important. Et évidemment, on rappelle qu'on a droit à un maximum de 6 chèques relance export pour des prestations individuelles ou collectives. Et on rappelle aussi qu'il est venu se greffer avec ce support de chèque relance export pour pouvoir aider et donner un support aux entreprises qui vont aller vers l'exportation et qui ont besoin aussi de se voir donner un chèque de financement, une possibilité d'y accoler un chèque relance export dit traduction. Il ne faut pas oublier que ce poste-là, traduction, à l'international, on le voit au quotidien, ça représente des coûts qui sont quand même significatifs, puisqu'évidemment, l'export et l'international, c'est être compris et être intégré dans l'ensemble des normes de chacun des pays. Et c'est important, on le dit régulièrement, même si c'est une évidence pour tous. N'oubliez pas que, comme le disait Tini, la Team France Export, c'est également un maillage à l'international. C'est l'opportunité de pouvoir avoir un support sur l'ensemble des pays dans lequel on veut faire de l'exportation. Et ce chèque relance export traduction était couplé à un moment donné avec ce chèque relance export. Donc, pour les gens qui l'ont souscrit, qui ont été éligibles, n'oubliez pas évidemment de respecter ce délai pour pouvoir être payé sur justificatif, bien sûr, de l'ensemble de vos dépenses à l'export. Donc, nous allons passer maintenant à un autre dispositif. Gilles, oui, pardon, juste peut-être pour apporter un petit complément sur cette partie-là, il y avait également le chèque relance VIE qui, lui, permettait de défrayer une partie du coût des VIE qui était engagé par l'entreprise. Il s'éteint également sur 2023. En fait, il faut que la mission du VIE est démarrée avant le 1er mai, enfin au plus tard au 1er mai 2023, voilà, pour pouvoir mettre en place le chèque VIE sur cet exercice-là. Tout à fait. Et c'est l'occasion aussi de rappeler à tous que les VIE sont de très, très bons relais pour aider l'ensemble de nos clients à l'export. Ce sont des jeunes qui ont souvent envie d'apporter leur volonté, leur savoir-faire et leur énergie en étant présents sur des pays d'intervention possible à l'export. Et on ne peut que rappeler l'intérêt de solliciter aussi les VIE. Et cette aide-là était bien sûr importante puisqu'elle pouvait prendre en charge une partie de ces dépenses. Donc, nous allons maintenant faire un point sur les fonds d'études et d'aide au secteur privé. C'est ce qu'on appelle le FACEP études. Il y en a encore d'autres qui ont été développés. On essaie d'être assez circoncis. Aujourd'hui, nous avons 2 heures. Donc, qu'est-ce que c'est que le FACEP études? C'est réservé essentiellement aux PME, mais pas que, mais évidemment les PME, qui est le maillage même de nos clients et des sociétés qui sont membres également du club Apex. Cela permet de financer des études de faisabilité sur un secteur, sur ce qu'on appelle un secteur pilote. Alors, en général, ce qu'on appelait les FACEP études étaient plus destinés à souvent des projets d'infrastructure, notamment en Afrique, comme le rappelait Mohamed, sur lequel l'intervention est bien sûr forte et c'est un continent de croissance et d'avenir. Et sur ces projets d'infrastructure, la possibilité de venir se greffer sur une aide de 100 à 800 000 euros qui sont réservés à toute la partie études et documentation permettant à une entreprise française de venir se greffer sur des projets d'infrastructure, évidemment dans lequel il y a un intérêt économique pour les sociétés et qui permettent, et on sait d'ailleurs que dans tous les gros projets d'infrastructure, les compagnies françaises et les PME sont extrêmement dynamiques et on a énormément de compagnies françaises, de sociétés françaises qui gagnent tous les jours des marchés à l'export sur toutes ces
gros travaux d'infrastructure et on sait que, évidemment, on a besoin en amont, avant d'intervenir, de pouvoir intervenir ou de faire sa proposition d'intervention pour venir se greffer et vendre ses prestations sur ces travaux d'infrastructure, ça représente un certain nombre de coûts et ces coûts-là, ils peuvent être très significatifs. On l'a dit, de 100 à 800 000 euros. Il y a 130 pays éligibles. Tous les pays dans le monde ne sont pas éligibles, mais 130 pays, ça nous laisse quand même un scope qui est extrêmement large. Et le critère essentiel, c'est que, évidemment, ces travaux d'infrastructure laissent la part belle à la partie française. C'est 85% de part française qui est le critère d'éligibilité afin de pouvoir aider et donner un effet de levier sur la filière française. Et on sait qu'auprès de nos partenaires de l'APEX, on a énormément de sociétés qui sont extrêmement implantées et qui ont déjà apporté leur valeur ajoutée sur ces travaux d'infrastructure et qui ont certainement bénéficié pour certaines de cette aide. L'interlocuteur de ce fonds d'études et d'aide au secteur privé, c'est le Trésor public. Il y a également maintenant une deuxième facette qui est le FACEP, qui se rattache à la partie environnementale et le secteur vert, qui permet également de pouvoir s'inscrire dans tous les investissements qui se rattachent à des travaux d'infrastructure qui sont dans le domaine de l'environnement, de l'écologie. Ça peut être du photovoltaïque ou de l'hydrogène ou un certain nombre de travaux d'infrastructure haute, mais c'est un dispositif qui est toujours présent en 2023 et sur lequel il faut avoir l'esprit si on peut en faire bénéficier nos propres clients. Et d'ailleurs, Gilles, sur le FASEP Innovation Verte, on a beaucoup de lauréats de PME lauréates en région sud avec des projets, on en parlait tout à l'heure avec Mohamed, sur l'Afrique principalement. Donc voilà, donc c'est effectivement le volet décarbonation est de plus en plus présent et important pour nos tutelles. Tout à fait, Tigny. On est chanceux parce qu'on parle des sociétés françaises, mais nous, région Sud, pour être un petit peu chauvin, on est extrêmement dynamique sur la partie internationale. On a beaucoup de chance d'avoir cette casquette-là. On a compris depuis très longtemps que l'international, c'était le prolongement de nos ressources et des emplois sur la région Sud. Et ça ne fait que renforcer plus que l'intérêt, la nécessité pour nous de travailler en équipe, comme le rappelait Mohamed et notre président Nicolas Ferrand. Et ce maillage BPI, Club Apex et Commission internationale de l'ordre, je suis sûr que ça va être le ticket gagnant pour 2023. Donc, nous allons maintenant dire quelques mots sur la partie suivante qui se rattache à la partie crédit d'impôt prospection commerciale. C'était à l'époque le crédit d'impôt export, on l'appelait comme ça, qui permet de pouvoir générer un crédit d'impôt pour les PME se rattachant à un certain nombre d'actions et de dépenses dans lesquelles il y a un certain nombre d'éligibilités. Alors, comme assez souvent d'ailleurs sur ce type de crédit d'impôt, c'est la PME au sens européen du terme. Donc, on va avoir aujourd'hui un certain nombre de dépenses qui seront éligibles. C'est réservé aux sociétés qui ont au plus 250 salariés. Et ce crédit d'impôt export, c'est simplement, comme on l'a dans le crédit d'impôt recherche, la possibilité de pouvoir obtenir un crédit d'impôt qui est calculé sur des dépenses qui sont éligibles au développement de l'export. Évidemment, l'objectif, c'est le développement de l'export, générer de l'emploi et avoir l'opportunité de créer de la richesse et de la valeur ajoutée au sein de nos différentes sociétés et surtout pour nous, experts comptables, le relayer auprès de nos clients. Donc, on doit avoir un certain nombre de conditions. L'entreprise doit recruter une personne qui est dédiée à l'export. Donc, c'est la première des conditions essentielles ou un VIE. Tini le rappelait très, très justement. On n'oublie pas le rôle essentiel des volontaires à l'international en entreprise qui sont, encore une fois, l'opportunité
d'avoir des gens actifs sur des marchés où on n'a peut-être pas les moyens d'investir beaucoup d'argent pour nos opportunités à l'export, mais qui tout autant peuvent permettre de faire un travail en amont d'analyse de marché, d'analyse de faisabilité, de prise de contact avec des partenaires. Et tout ça, bien sûr, ça coûte de l'argent, même si avec le VIE, ça nous coûte bien moins cher que si nous avions une personne qui était dédiée à la partie internationale. Mais quoi qu'il advienne, l'objectif de ce crédit d'impôt, c'est de pouvoir faire le relais et que ce relais-là ne permet pas de pouvoir être un sujet de développement hors, bien sûr, des conditions financières. Et dans les conditions financières, on a le financement, mais on a bien sûr ce crédit d'impôt. Alors, on a aujourd'hui, donc sur le slide d'après, la partie dans laquelle on va vérifier notre condition d'éligibilité. Et nous, experts comptables, c'est notre point d'ancrage. On va avoir également un certain nombre de dépenses qui vont être éligibles, des dépenses de prospection commerciale, des dépenses visant à analyser le marché, à promouvoir le produit, la vérification des normes également, les dépenses liées au conseil dispensés par les sociétés spécialisées à l'international et également les dépenses engagées pour l'organisation et la participation à des manifestations à l'étranger. Et là, c'est réservé à nos amis cabinet d'avocats, mais nul doute qu'avec les interventions du Conseil national et du Conseil régional, on va peut-être pouvoir, et de notre ami Mohamed, qui est aux commandes de cette partie législative, pourquoi pas essayer d'obtenir que ça soit ouvert également à l'ensemble de notre profession. L'ensemble de dépenses doit avoir été effectué dans les 2 ans qui suivent le recrutement. Donc, on a une chronologie, on a une vraie chronologie. On doit avoir le recrutement d'une personne internationale. Deuxièmement, on a 24 mois pour engager l'ensemble de ces dépenses. Donc, on voit bien que c'est une vraie volonté de notre ministère de rattacher l'action et les dépenses de recherche et d'analyse. Et l'action, c'est bien sûr le recrutement d'une personne dédiée à la partie export. Donc, slide d'après, nous allons voir quels sont les points de calcul d'utilisation de ce crédit d'impôt export. Alors, il est assez simple. C'est un crédit d'impôt export qui est calculé à 50% des dépenses engagées au cours des 2 années qui ont suivi le recrutement, comme nous venons de le dire. Il y a un plafond, bien évidemment. Le plafond est de 40 000 €, mais c'est déjà pas rien pour l'ensemble des sociétés qui sont soumises à l'IS. Et les GIE. Les GIE, eux, ont des opportunités d'avoir un plafond plus élevé, puisque par définition, un GIE, c'est une multitude de sociétés, au moins 2, qui s'unissent. Souvent, il y a des joint ventures à l'international pour pouvoir développer cette partie export. Et là, on double le plafond, on passe à 80 000 € quand on a la mise en place de ces GIE. Et on sait combien les joint ventures à l'international, qu'on soit une petite société ou une société de taille plus significative, c'est souvent la clé pour pouvoir réussir des marchés à l'export. Ce crédit d'impôt export est imputable sur l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur les sociétés. Donc, on peut avoir ces 2 options sur la partie fiscale, soit au titre de l'année au cours duquel l'entreprise a réalisé l'ensemble de ses des dépenses, et généralement cela se poursuit sur l'année dans laquelle on a une action. Souvent, l'action à l'export ne se fait pas sur les quelques mois d'une année fiscale, mais souvent sur 2. Eh bien, on peut avoir ce prolongement. Tant qu'on a des dépenses éligibles, on va pouvoir l'imputer et générer ce crédit d'impôt export. Dernier slide sur ce point. Donc, un point qui est plus sur le formalisme. Sur la partie formelle, on a un formulaire CERFA qui est le 2079 PSD, qui est le crédit d'impôt pour les dépenses à prospection commerciale. C'est ce fameux formulaire que nous, experts comptables, nous allons remplir pour aider nos propres clients sur la partie internationale. Et il faut bien sûr, évidemment, reporter ce montant sur le relevé de solde de l'impôt sur les sociétés. Mais ça, pour nous, c'est une évidence. Et remonter le montant du crédit d'impôt sur la déclaration de résultats, bien évidemment. On le dit pour le bon mot, mais ça semble bien sûr être une évidence. Voilà.
Nous passons maintenant à la partie qui est la partie la plus consistante de notre intervention. Gilles, je me permets de vous couper. Il y a une question. Une personne recrutée pour un bureau à l'étranger rentre dans les critères? Oui, à partir du moment où cette personne est rattachée à la société en tant que telle. Et c'est souvent le cas quand on veut être à l'export et à l'international, il faut que ce soit une personne qui soit dédiée à l'international, pas une personne qui soit déléguée et détachée dans un pays. C'est toute la différence tout simplement. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit rattaché et qui soit basé au siège et dont la mission est d'aller développer à l'international sur un pays ou sur plusieurs pays en général. Et là, à ce moment-là, ça fonctionne. On a des fois des petits soucis. C'est intéressant d'avoir cette question parce que des fois, des gens recrutent et détachent des personnes sur des entités ou des établissements secondaires à l'étranger ou des filiales. Et là, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que cette personne soit rattachée sur la base française et gravite et migre pour le développement à l'international. Également une petite question sur le chat, je reviens sur l'autre point, sur le respect des délais concernant la partie CRE, le chèque relance export. Comme je le disais, ils ont été extrêmement strict quand on a eu cette présentation de la fin du dispositif CRE. Il n'y aura strictement aucune dérogation qui sera acceptée, quel que soit l'enjeu, quelles que soient les raisons. Je réponds sur cette question-là. C'est vraiment un point qui est essentiel. Donc, ne comptons pas sur nos talents de négociateurs comme on le fait chaque jour pour défendre les intérêts de nos clients et allons sur le respect strict de notre calendrier. Ça fait partie aussi, bien sûr, de nos prérogatives. Je laisse la parole à Tini, donc Madame Tini Doucet Ramirez, qui va intervenir sur le volet BPI, qui est bien sûr fondamental et qui va nous présenter l'ensemble des aides qui viennent se rattacher au support de BPI France. Oui, merci Gilles. Donc, normalement, j'ai pu prendre le contrôle des slides, donc je pense que je vais arriver à les bouger. Voilà, par moi-même, super. Donc, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, donc nous sommes le volet public de soutien en termes de financement et de sécurisation des projets à l'international. Bien évidemment, BPI France ne... Ah, alors quelqu'un d'autre a bougé les slides à ma place. Voilà, on va laisser Tini. Oui, je garde la main sur le fait de bouger les slides, pardon. Donc, nous sommes le volet public de soutien et de financement à l'international. Nous ne venons pas, bien évidemment, remplacer les partenaires du quotidien des entreprises que sont les partenaires financiers, que sont les banquiers, parce que bien évidemment, et vous le savez, chez BPI France, on n'ouvre pas de compte, il n'y a pas de flux quotidien. En revanche, on vient alors soit en complémentarité, soit en subsidiarité de ce que fait le marché privé, donc des banquiers, le marché privé des assureurs crédits également. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter cette offre de soutien public à l'exportation et de financement public à l'exportation. Alors, ce n'est pas une formation, c'est-à-dire qu'on va être sur des dispositifs qui sont plus ou moins techniques et on va garder malgré tout une approche plus d'information. Mais bien évidemment, vous aurez aussi à l'issue mes coordonnées et on peut rentrer dans le détail en bilatéral sur certains sujets qui intéresseraient vos entreprises ou qui concerneraient vos entreprises. Donc là, vous avez le continuum qui s'affiche avec un certain nombre de dispositifs dans lesquels on va rentrer un petit peu dans le détail. Vous voyez le petit pins jaune. Alors, ces dispositifs-là, ce sont les dispositifs de soutien public à l'exportation que BPI France a récupéré dans le cadre du transfert des garanties publiques de COFAS à BPI France Assurance Export, donc qui a eu lieu en 2017. Et donc, ce sont des dispositifs que l'on gère au nom et sous le contrôle de l'État. Donc, BPI France n'établit pas le cahier des charges et la politique de risque et d'intervention sur ces dispositifs. C'est bien notre tutelle, la Direction générale du Trésor, qui est en charge de tout cela. Et l'un des
des critères communs à l'ensemble de ces dispositifs est le fait d'avoir une part française minimale de 20%. Alors, on le voit, hein, c'est beaucoup moins que sur les FASEP, où là, la part française exigée peut aller de 50 jusqu'à 25% sur le FASEP études. Là, en revanche, la part française minimale est de 20%, donc on va toucher finalement une grande majorité de sociétés. Les seules qui vont être définitivement exclues de ces soutiens publics à l'exportation, ce sont les sociétés qui œuvrent dans le négoce international. Hein, donc, j'achète une machine en Chine pour la revendre aux États-Unis ou ailleurs, et ça passe ou pas par le port de Marseille, peu importe, là, je ne crée pas de valeur ajoutée sur le territoire français, donc je ne suis pas éligible. En revanche, je peux être une société fabless, mais qui fait sa recherche et développement en France ou qui a son ingénierie projet en France. Et là, ceci rentre bien dans la valorisation de la part française. Donc, on a finalement, hormis le pur négoce international, peu d'exclusion sur nos interventions. On peut aussi avoir des négociants, mais qui apportent une transformation ou un revamping ou une action à l'objet qu'ils vont vendre après. Dans ce cas-là, c'est bien également éligible. Et l'autre critère d'éligibilité, c'est d'avoir un premier bilan disponible. Donc, une liasse fiscale minimum qui démontre un démarrage de l'activité. Donc, une première liasse fiscale avec du chiffre d'affaires, pas zéro en chiffre d'affaires. Mais donc, cela signifie qu'on est ouvert aux sociétés qui sont très jeunes et qui ont démarré leur activité. Donc ça, c'était pour les principes généraux. Et donc, on va rentrer maintenant un petit peu plus dans le détail. Alors, avant de rentrer dans le détail, oui, je vous disais que, et je voulais vous apporter un point d'actualité, je vous disais que le cahier des charges et notre politique d'intervention nous est donné par nos tutelles et par la Direction générale du Trésor. Il y a un événement qui a lieu chaque année qui s'appelle Bercy France Export, donc qui cette année a lieu le 9 février et qui édicte la politique de financement export de l'année qui va se dérouler devant nous. Donc, c'est l'occasion de présenter, alors c'est une carte, hein, vous savez, chaque assureur a sa carte de risque. Ben, la Direction générale du Trésor a sa carte de la politique de financement export. Donc, vous allez avoir des pays qui sont en vert, c'est-à-dire ouverts sans condition. Des pays qui sont en rouge, c'est-à-dire complètement fermés au soutien public à l'export. Alors, il y en a moins d'une dizaine. Hein. On a l'Afghanistan, l'Érythrée, le Sud-Soudan, le Guyana, quelques pays comme ça donc, qui sont complètement fermés, puis des pays qui sont orange, c'est-à-dire ouverts sous conditions. Et les conditions sont consultables sur le site de la Direction générale du Trésor. C'est d'ailleurs à cette occasion-là aussi, au-delà des dispositifs de BPI France, que la Direction générale du Trésor donne ses directives aussi pour les FASEP. Donc, va être annoncé le 9 février les enveloppes qui seront allouées aux FASEP Innovation Verte ou aux FASEP Études sur 2023, etc. etc. Donc, c'est un événement assez important et fondateur. Et puis, on a aussi, bien évidemment, la loi de finances qui nous encadre. Et donc, je voulais vous apporter une actualité, alors vous l'avez peut-être vu passer, mais qui est assez importante dans le cadre du soutien public à l'exportation, qui était aussi pas inattendu parce que bien évidemment, on avait eu déjà l'information comme quoi petit à petit, avec une certaine graduation dans le temps, le soutien public à l'export sur des projets dont l'objet est l'exploration ou la distribution de pétrole ou de gaz allait petit à petit s'éteindre. C'est un petit peu le sens de l'histoire et la volonté de nos tutelles de soutenir prioritairement les sociétés qui sont en transition énergétique ou qui œuvrent sur des volets verts, si on le qualifie comme ça. Et puis, finalement, la volonté s'est fortement accélérée avec une décision de complètement arrêter dès le 1er janvier, donc ça a déjà commencé, tout soutien public à l'exportation pour des projets pétroliers et gaziers. Donc là, vous aurez, je pense, les slides à l'issue de la présentation. Je vous ai mis
l'article donc de la loi de finances qui est paru dans le décret du 30 décembre 2022 qui concerne cette partie-là. Et donc, voilà, donc, il est clairement exclu que la garantie de l'État ne pourra être accordée en vue de l'exportation de biens et de services pour des opérations ayant pour objet direct l'exploration, la production, le transport, le stockage, le raffinage ou la distribution de charbon ou d'hydrocarbures liquides ou gazeux, ainsi que la production d'énergie à base de charbon. Alors, à l'exception, il y a quand même des exceptions, mais qui sont assez, on va dire, pernicieuses, parce que si on rentre dans le détail, à l'exception des opérations ayant pour effet de réduire l'impact environnemental négatif ou d'améliorer la sécurité d'installations existantes ou leur impact sur la santé, sans en augmenter, c'est là où c'est un petit peu pernicieux, sans en augmenter la durée de vie ou la capacité de production, ou visant le démantèlement et la reconversion de ces installations. Donc, très clairement, moi, si je le dis avec mes mots à moi, les dispositifs que je vais vous présenter, en tout cas les dispositifs de garantie et d'assurance publique à l'export, ne pourront plus bénéficier aux sociétés qui exportent directement sur des projets d'exploitation d'oil and gas. Donc ça, c'est assez important parce que nous sommes une région où on a un terrain et un bassin, notamment autour de l'étang de Berre, assez conséquent sur ces activités-là. On a fait, nous, un petit point au niveau national. Nous serons la région la plus touchée par ces arrêts-là. Après, ça s'impose à nous de manière un petit peu brutale, mais en tout cas, voilà, je voulais que vous ayez l'information et le texte précis sur ce sujet-là. Donc, si on rentre maintenant un petit peu dans le vif et dans le détail des interventions, on va commencer donc par le premier outil. Ah, il y a de nouveau quelqu'un qui passe un peu trop vite. Attends, je reviens en arrière. Dans le détail des outils, donc le premier volet, et on l'a vu, c'est en lien avec le dispositif que Gilles vient de présenter sur le crédit d'impôt prospection commerciale. Donc, on a les dispositifs de soutien à la prospection. D'ailleurs, ces outils-là ne sont pas incompatibles avec le crédit d'impôt prospection commerciale. Si on fait une petite aparté là-dessus, simplement, je rappelle la règle qui est qu'un même euro de dépenses publiques ne peut pas servir à financer 2 fois la même dépense. Donc, la société, si elle utilise concomitamment les 2 dispositifs, crédit d'impôt prospection commerciale et assurance prospection, devra bien évidemment ne pas déclarer 2 fois les dépenses dans les 2 dispositifs. Donc, elle fera le choix de mettre certaines dépenses dans le crédit d'impôt prospection commerciale et le reste dans l'assurance prospection ou vice-versa. Alors, aujourd'hui, dans la gamme assurance prospection, nous avons, et là, je vous présente donc les assurances prospection, on va dire, remasterisées BPI France depuis 2018. Donc, pour certains, vous avez certainement connu les anciennes versions, justement, opérées par COFAS. Là, voilà, je vous présente l'assurance prospection telle qu'elle est aujourd'hui, sachant que, bien évidemment, nous avons encore en cours des anciens dossiers COFAS qui sont maintenant en phase de remboursement pour la plupart et qu'on va encore avoir pendant peut-être encore 2-3 ans de génération sur les anciens dispositifs. Mais là, je vous parle vraiment des dispositifs à l'octroi, c'est-à-dire les nouveaux dispositifs. Donc, on a aujourd'hui 2 outils, on va dire le petit frère et le grand frère. Donc, l'outil historique qui est l'assurance prospection, et je vais y revenir après, et puis le nouveau-né qui a été mis en place dans le cadre du plan de relance export, donc il y a maintenant à peu près 2 ans par nos tutelles, qui est l'APA, Assurance Prospection Accompagnement, et qui, elle, est véritablement destinée aux primo-exportateurs. En fait, il y avait avant un ancien dispositif qui s'appelait l'A3P, qui s'est maintenant éteint depuis un peu plus de 3 ans. C'est un remplaçant, on va dire, de ce dispositif avec un cadrage un petit peu amélioré parce que le constat était que cet ancien dispositif A3P était inefficace. Au mieux, ça servait à financer les vacances du dirigeant dans des pays ensoleillés. Non, ça j'exagère. Au pire, ça servait à financer ça. Au mieux, ça servait à financer un salon. Mais très réellement, dans l'amélioration du commerce extérieur ou la génération de chiffre d'affaires export, le dispositif était assez inefficace. Et pourquoi? On s'est un petit peu posé la question de pourquoi. L'une des explications, c'était que le dirigeant de TPE qui
partait avec son A3P n'était pas accompagné. Donc, il allait faire son salon et puis il revenait. Mais comme c'est lui qui a à la fois la casquette de dirigeant, directeur commercial, directeur export, directeur RH, etc. de sa société, il ne donnait pas suite et il n'était pas challengé, il n'était pas accompagné, il n'avait peut-être pas travaillé sur une priorisation pays, etc. Donc, c'était assez inefficace. Donc là, le gouvernement a voulu ressortir un dispositif dédié aux primo-exportateurs TPE et PME, mais en y rajoutant de manière contrainte et obligatoire un accompagnement. Et cet accompagnement, on a référencé au niveau de BPI France plus de 300 structures d'accompagnement qui sont soit les structures d'accompagnement public que j'ai parlé, donc la Team France Export, donc les chambres de commerce, Business France, mais bien évidemment l'ensemble de la profession privée, donc un très grand nombre de membres de l'OSCI, donc l'organisation professionnelle du commerce extérieur, des professionnels privés du commerce extérieur ont fait la démarche d'être agréés sur ces dispositifs-là. Et puis, tout consultant privé, quel qu'il soit, a lui aussi pu se faire agréer. Et l'idée, voilà, c'est que la société soit encadrée par un professionnel pour mener à bien ces premières démarches de prospection. Donc, on est sur des primo-exportateurs qui ont la volonté d'aller, mais qui ne savent pas forcément encore très bien sur quel pays, comment, dans quel timing. Donc, ça, c'est le petit frère. Et puis après, on a le produit plus structuré, qui est l'assurance prospection, qui là est réservé, alors PME, ETI, mais en soi aussi, bien évidemment, aux TPE, et là qui s'adresse à des entreprises qui ont une stratégie export définie avec des pays clairement en tête et qui sont visés, donc qui ont une certaine maturité dans leur projet. Donc, si on rentre dans le détail un petit peu plus maintenant des deux dispositifs, alors je ne vais pas tout passer en revue, mais ce qu'il faut retenir donc, sur l'assurance prospection accompagnement, vous l'avez compris, c'est que, pour revenir sur le principe de l'assurance prospection, dans les deux cas, que ce soit le petit frère ou le grand frère, on va être sur des produits qui ont trois phases distinctes et dont l'objectif véritablement est à la fois d'apporter un soutien financier, une avance de trésorerie dans le cadre de démarches de prospection de marché export et une couverture, une assurance contre l'échec commercial. Ça, c'est ISO dans les deux dispositifs. Et on verra, je vous montrerai après les schémas. Et on va retrouver trois phases. La phase de prospection, donc là où l'entreprise réalise ses démarches, la phase de différé, où on laisse encore un petit peu tranquille 2 ans de plus la société, et puis la phase de remboursement, qui là sera basée sur le constat d'échec, succès total ou partiel du dispositif, et qui peut s'étaler sur 4 ans. Donc, si on vient sur les schémas, donc là, vous avez le schéma de l'assurance prospection. Donc, comme je le disais, première phase, période de prospection. Dans l'exemple, elle est de 2 ans, mais elle peut être aussi portée jusqu'à 3 ans. Avec 2 phases clés dans cette période-là, la signature du contrat AT0 avec le versement de la première tranche d'aide. Pour rappel, le taux d'aide sur l'assurance prospection est de 65% d'un budget garanti. Donc, on définit avec la société le budget sur lequel on est prêt à accompagner la société. Dans notre exemple, c'est 100 000 €. On va la soutenir à hauteur de 65% de ce budget, c'est-à-dire 65 000 € avec 2 décaissements. Une première avance AT0 à la signature du contrat, donc 32 500 €, auquel on défalque l'unique coût du dispositif qui est la prime d'assurance de 3%. Et puis, le deuxième versement qui a lieu au plus tard à la fin de la période de prospection, donc ici à 24 mois, donc qui est de 32 500 € et qui se fait sur la base d'un document qui est l'état récapitulatif des dépenses engagées. Donc, très souvent, l'entreprise fait avec votre aide et c'est à ce moment-là aussi qu'elle doit nous fournir les justificatifs pour pouvoir toucher le solde. Et puis, cette période de franchise fixe de 2 ans, où on laisse la société tranquille, entre guillemets, on la laisse continuer à mener ses actions. Et à la fin de ces 2 périodes, prospection et franchise, là, on va faire le constat du programme, à savoir si c'est un échec, succès partiel ou succès total. Et on le fait sur la base du chiffre d'affaires export que la société nous déclare avoir fait sur les pays objets du contrat. Et suivant les cas de figure, il va y avoir des
des remboursements qui diffèrent. Donc, en cas d'échec, et quoi qu'il en soit, la société aura un remboursement forfaitaire minimum de 30% à nous verser. Donc, c'est ce qu'on appelle le RFM, qui est à rembourser sur 12 mois, hein, sur un an. Et puis, suivant le degré de succès, elle aura à nous rembourser tout ou partie de l'aide sur 3 ans si on est sur 2 ans de prospection ou 4 ans si on est sur 3 ans de prospection, à taux zéro, hein, parce que comme j'ai dit, l'unique coût du dispositif, c'est la prime d'assurance de 3%. Et donc voilà, donc on définit, alors il y a des critères, hein, bien évidemment, il y a des ratios hein, pour déterminer la différence entre l'échec, le succès total ou le succès partiel. Et donc sur l'assurance prospection accompagnement, on retrouve à peu près le même schéma. La seule différence, c'est qu'à T0, la société doit également nous fournir le contrat de prestation avec l'accompagnant qu'elle a choisi. Et au moment de l'ERDE, la société qui accompagne notre client doit aussi nous fournir le bilan de la prestation d'accompagnement. Mais sinon, on retrouve bien les 3 mêmes phases avec la signature du contrat, la remise de l'ERDE et la déclaration du chiffre d'affaires pour détermination du succès total, partiel ou échec du dispositif. Et si je reviens juste un petit peu en arrière sur les dépenses, la nature des dépenses éligibles. Donc, en termes d'assurance prospection, les dépenses sont assez larges. Vous en avez quelques exemples en bas, mais c'est non exhaustif, mais ça reprend toutes les dépenses de déplacement, de recrutement, donc de renforcement ou création d'un service export, de frais de fonctionnement des bureaux commerciaux ou filiales commerciales à l'étranger, d'études de marché, participation à des missions collectives, individuelles, etc., etc. Donc finalement, vous retrouvez les dépenses qui sont éligibles au crédit d'impôt prospection commerciale plus d'autres dépenses. Donc ça, c'est sur l'assurance prospection. En revanche, sur le petit frère assurance prospection accompagnement, là, on est sur une liste de dépenses beaucoup plus restreinte, avec 5 catégories de dépenses, donc uniquement les frais de voyage, les formations linguistiques, les manifestations commerciales. Alors, bien évidemment, depuis le Covid, on y intègre aussi les salons digitalisés, même si là, le présentiel a repris et heureusement. Les missions collectives, les études de marché, tout ce qui est traduction, on l'a dit tout à l'heure, hein, Gilles l'a dit, c'est important. Et bien évidemment, la prestation d'accompagnement réalisée par un conseil qui peut porter sur un diagnostic export, sur la structuration de la stratégie, sur la priorisation des marchés ou sur des missions de prospection individuelles. Et Thierry, je me permets juste de compléter en disant que c'est là aussi où nous, en tant qu'experts comptables, nous avons aussi à la fois un support à donner, mais une opportunité de mission également, dans lequel nous pouvons, bien sûr, Thierry l'a rappelé, nous devons être agréés par BPI France. Hein, on ne se déclare pas expert à l'international de manière spontanée, même si pour beaucoup, ça semble une évidence. Et ça peut être l'opportunité d'accompagnement et l'ensemble des éléments chiffrés de business plan, de prévisionnel, d'accompagnement sur la partie gestion, financement et fiscal, ben, tout ça, ça fait partie également des dépenses qui peuvent être éligibles, tout autant que vous soyez bien évidemment dans une structure agréée par BPI France. Et un petit mot, et on échangeait hier avec Tini sur ce point, nous parlons bien d'avance. Oui, oui, voilà, peut-être si on peut, je pense que sur la présentation du dispositif, on est aller assez loin, simplement rappeler aussi en termes de comptabilisation, parce que c'est un sujet souvent voilà, qui vous intéresse, mais qui intéresse aussi nos entreprises. Donc, on est sur une avance remboursable, donc effectivement, alors qui est particulière parce que vous l'avez vu, il y a plusieurs phases et il y a plusieurs parties entre guillemets, hein, mais on va dire que 70% de l'aide est une avance conditionnée et donc à comptabiliser. Alors Francis Lefebvre recommande de le comptabiliser dans le compte avance conditionnée, ce qui d'ailleurs arrange bien nos entreprises vu que du coup ça ne va pas dans les dettes mais dans les quasi-fonds propres, donc en termes de présentation bilancielle c'est plus intéressant, avec un RFM qui lui, pour le coup, vu qu'il est remboursable en tout état de cause, cette petite partie des 30%, elle rentre bien dans la dette normale. Et puis, avec un dénouement hein, donc, à gérer avec la partie qui potentiellement ne serait pas remboursée, qui à la fin, enfin en tout cas à T plus 4 ou T plus 5, se transforme en produit
produits exceptionnels en subvention d'exploitation. Donc, il y a effectivement des étapes à suivre et des dénouements à suivre sur l'assurance prospection. Peut-être, Gilles, si toi, tu es plus technique que moi sur cette partie-là. Ton point est très important. Nous, on le voit aussi pour certains de nos confrères qui sont obligés de reprendre aussi en révision, en assistance pour l'ensemble des dossiers, cet aspect-là qui est quand même fondamental en termes de présentation. Nous, on voit ces sommes qui sont encaissées sur le relevé bancaire de nos clients et qui sont positionnées à tort, mais c'est par méconnaissance, bien sûr, par certaines sociétés en produits d'exploitation ou même des fois en 791 en transfert de charge. Donc, ce n'est pas un compte 74, ce n'est pas un compte 791, ça n'est pas un compte technique de produit, ça n'est rien d'autre qu'un compte d'avance de trésorerie comme on l'aurait de n'importe quel établissement bancaire. Et évidemment que c'est qu'au dénouement. Alors, dans certains cas, on a, nous aussi, notre casquette de commissaire en compte, on a des sociétés qui nous disent oui, mais on est maintenant quasi sûr avec un peu d'avancée que le dénouement ne va pas être là et qu'on va devoir reverser le RFM, comme le précisait Tini, et donc qui provisionne, pour être un peu dans notre jargon technique, cette partie de RFM, elle ne peut pas se provisionner en amont, elle ne peut pas s'enregistrer en produit ou en charge en amont. Nous attendons le dénouement et au dénouement délivré, nous positionnons la partie remboursable ou pas, parce qu'on est toujours très positif, et on enregistre évidemment le différentiel en subvention d'exploitation ou pas. Mais en tout cas, c'est très important que ce soit sous notre œil expert comptable ou sous notre œil commissaire aux comptes, d'avoir cette vision-là, parce que ça change considérablement la présentation bilancielle. Et ça, c'est un vrai sujet, y compris quand ils présentent leur compte de résultat et leur bilan, et on a le sentiment que, évidemment, si on a un produit d'exploitation versus une avance de trésorerie, pas exactement la même chose dans l'analyse qui peut être faite. Et bien sûr, on est vigilant sur ce point-là. Merci Tini de l'avoir rappelé, mais c'est la voie de l'expérience, parce qu'évidemment, BPI est au quotidien, comme le club de l'APEX, avec ces petites questions-là qui ont l'air de rien, mais qui sont importantes. Donc, la Commission internationale de l'ordre est à disposition, mais BPI également et le club de l'APEX. Et j'avoue que ça m'arrive quand même très fréquemment d'envoyer la note Francis Lefebvre sur la comptabilisation de l'AP aux entreprises. Oui. Donc, c'est important nous aussi, un commissariat au compte, des fois, on a des surprises. Merci Tini, en tout cas. Et bien évidemment, tu as bien fait de le rappeler, ce qu'on souhaite tous, parce qu'on se parle là, c'est de soutenir l'export. Donc, c'est qu'on soit dans une perspective de succès le plus complet possible du dispositif et ne pas se positionner que sur un RFM. Bien évidemment, c'est l'objectif que l'effet de levier apporté par l'assurance prospection ou l'assurance prospection accompagnement porte ses fruits et soit véritablement un générateur de chiffre d'affaires export pour nos entreprises. Ça, c'est bien le but premier. Et donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc le 9 février, on saura quel sera le budget alloué par nos tutelles sur ce dispositif-là pour les années à venir, l'année 2023 en l'occurrence. La tendance, ce qu'on entend jusqu'à présent, c'est qu'il y aura très certainement un petit peu de restrictions budgétaires. Quoi qu'il en coûte de la crise Covid, le plan de France 2030 assez massif font que, bien évidemment, tout ça n'est pas un puits sans fond. Donc, on risque d'avoir, et on voit bien aussi avec l'arrêt des chèques relance export, etc., on risque d'avoir un petit recul sur les budgets disponibles. Je vous précise ça aussi parce que pour certains d'entre vous, vous accompagnez les sociétés au moment du dépôt. Elles vous sollicitent pour les aider à monter les dossiers d'assurance prospection. Et donc, ça me permet de vous dire qu'on est sur des budgets moyens et on sera encore plus dorénavant sur des budgets moyens qui sont tout à fait raisonnables. Enfin, moi, j'ai l'habitude maintenant de schématiser le dispositif assurance prospection comme une des cerises sur le gâteau. L'entreprise, il ne faut pas qu'elle
à l'export uniquement parce qu'il y a des aides publiques. Ça, ce n'est pas le bon raisonnement. Il faut vraiment que ce soit une stratégie avec des investissements aussi portés par les actionnaires, par des investisseurs qui rentreraient, par les banquiers qui apporteraient des financements. Et l'assurance prospection est l'une des briques dans ces projets à l'export, mais ne peut pas être l'alpha et l'oméga du développement export des entreprises. En termes de budget, on sera là, sur cette année, alors parce que mon objectif, moi, on va me donner un budget pour la région sud. Et mon objectif en tant que bonne mère de famille, c'est d'essayer d'en faire bénéficier au plus grand nombre d'entreprises de la région. Et historiquement, on en fait bénéficier à entre 100 et 120 entreprises par an. Et c'est mon objectif, c'est de ne pas faire moins en termes de nombre d'entreprises accompagnées. Donc, mécaniquement, le budget moyen que je vais pouvoir allouer sera inférieur. Donc, on est sur des budgets moyens qui seront entre 150 000 et 200 000 euros. Donc ça, je vous le dis parce que vous avez aussi dans votre clientèle des startups. On est une région à startups qui ont des besoins pharaoniques et qui parfois nous demandent plusieurs millions d'euros en assurance prospection. Et ça, ce n'est pas la vraie vie. On ne va pas se substituer à des investisseurs, à une levée de fonds. Et les équilibres financiers ne peuvent pas reposer que sur le soutien public. Donc, je préférais faire un petit peu cette précision-là. C'est un plus. C'est un effet de levier, mais qui doit être aussi soutenu par les autres, par les actionnaires et par les banquiers classiques de l'affaire. On ne peut pas tout faire passer, entre guillemets, grâce à l'argent public. Mais en tout cas, quand il est bien utilisé, c'est un effet de levier conséquent. On a réalisé une mesure d'impact du dispositif assurance prospection sur les années précédentes. Et le rapport, il est de 1 à 12, c'est-à-dire pour 1 euro d'argent public investi via l'assurance prospection, il y a 12 euros de chiffre d'affaires export généré. Donc l'impact, ça c'est la moyenne bien évidemment. Alors il y a des sociétés, celles qui sont en échec pour lesquelles ça ne marche pas du tout, mais c'est une moyenne. Et donc c'est quand même, ça montre véritablement la pertinence et l'effet de levier de cet argent public. Mais je tenais à préciser pour vos clients qui vous demanderaient de les accompagner, de ne pas partir sur des budgets pharaoniques, notamment sur les startups, parce que je n'aurai pas les moyens en région de pouvoir aller sur des budgets très importants. Après, on a des PME ou des ETI sur lesquels on peut accorder un peu plus, mais c'est un jeu de vase communicant. Et comme je disais, je gère ça en bonne mère de famille. C'est important, Tini, de le rappeler. Oui. Moi, un petit mot complémentaire également, parce que ça fait partie de notre quotidien, malheureusement, c'est que nous avons aussi, dans certains cas, et j'ai eu le cas pas plus tard que la semaine dernière, dans lequel nous avons des sociétés qui sont en difficulté. Ça arrive malheureusement aussi dans le contexte dans lequel nous sommes, et qui voient en l'export l'opportunité de pouvoir peut-être trouver un autre souffle et de se sortir de ces difficultés-là, de ces situations de sauvegarde ou même de RJ, mais on le souligne, les entreprises en difficulté au sens européen du terme sont exclues de ce schéma d'assurance prospection et assurance et prospection accompagnement. Oui, et d'ailleurs, elles sont exclues de la plupart des aides. La plupart des aides. France en fait beaucoup d'autres choses de la plupart des autres dispositifs de soutien à l'innovation ou autres. Donc, effectivement, j'aurais dû le rappeler. Merci Gilles d'apporter cette précision. Comme tu l'as dit, on pense au positif et à construire, mais des fois, nous sommes amenés, nous, en tant qu'experts comptables, aussi d'accompagner ce schéma-là. Et quand des fois, je lance un message à notre président de la Commission internationale, mais également député, pour dire qu'effectivement, évidemment, on trouve ça toujours un peu injuste parce que c'est quand l'entreprise est en difficulté, dans certains cas, que l'export peut être également une solution et un nouveau souffle. Mais donc, malheureusement, on ne peut pas rentrer dans ces dispositifs-là et ça permet de pouvoir le faire. Et puis, évidemment, on a ce fameux sujet avec les sollicitations qu'on a en région sud sur les startups, Tini le rappelait. Évidemment, il faut que les choses soient mesurées et qu'elles soient les plus structurées possibles à l'initiale pour aller solliciter BPI, mais également, nous, à titre plus technique, une des conditions se rattache au fait qu'on doit, à un moment donné, présenter pour les TPE-PME un bilan au minimum de 12 mois.
sur l'entrée en phase de commercialisation. Et ce schéma, il a l'air de rien, mais il est important parce que nous sommes des fois amenés à intervenir sur des sociétés avec des exercices longs. Et c'est également notre mission d'accompagner et de faire la découpe pour pouvoir présenter à minima ces schémas de 12 mois de bilan de commercialisation. Oui. Merci Gilles. Et alors du coup, je me permets, c'est bien parce que comme tu as parlé du sujet entreprise en difficulté, alors oui, effectivement, si Mohamed peut amener nos tutelles à réfléchir sur des dispositifs qui leur seraient dédiés à l'export, c'est parfait. En l'occurrence, bon, là, c'est exclu de l'assurance prospection et de l'APA. Et par contre, on voit qu'il peut y avoir aussi des pratiques de coups d'accordéon pour sortir de ces statuts de D, etc., etc., bon, qui n'améliore que, à mon sens, facialement la situation de l'entreprise, mais ne rassure pas sur sa pérennité en termes de, si on analyse le plan de trésorerie à 12 ou 24 mois. Donc, moi, je ne suis pas forcément favorable à ces jeux d'écriture comptable pour faire sortir les sociétés de l'ED, parce que si les problèmes sont vraiment structurel au sein de l'entreprise, ce n'est qu'un jeu d'écriture et qui n'améliore pas véritablement la situation. Donc, je tenais à le préciser aussi. Je pense qu'on a fait le tour sur ce dispositif-là. Alors, vous l'avez compris, qui est le dispositif quand même phare et qui permet d'accompagner le plus grand nombre de sociétés en termes de secteur d'activité. Et après, on a dans la gamme d'autres dispositifs d'assurance ou de garantie qui sont là pour venir effectivement soit sécuriser directement l'entreprise ou son partenaire bancaire lorsqu'elle a remporté des contrats commerciaux. Donc, c'est la phase d'après la période de prospection. Et là, on va se retrouver plutôt sur des activités donc, de sécurisation des contrats commerciaux, donc sur des activités d'opérations d'exportation individualisées. Donc, je vais enlever de là tout ce qui est flux, tout ce qui est vente, catalogue, commande, entre guillemets, donc tout ce qui est récurrent. Nos outils de sécurisation s'adossent véritablement à des projets export matérialisés par des contrats commerciaux sur des opérations d'exportation individualisées. Donc, dans cette gamme-là, voilà, c'est là où ça ressortait pas trop bien. J'avais signalé la pagination. Bon, on ne voit pas grand-chose du coup. Bon, peu importe, c'était juste le nom des dispositifs. On va rentrer dans le détail. Ah ben là non plus. Bon, est-ce que je reste sur cette présentation ou est-ce que je passe... Oui, on continue, Tini, on t'écoute avec plaisir. Oui, non, du coup, c'est pas très, à l'écran, c'est pas très beau. Alors, on a un des premiers dispositifs qui est l'assurance crédit. Donc, vous le savez, BPI France Assurance Export est ce qu'on appelle dans le jargon l'ICIE français, donc l'Export Credit Agency de la France, ou si on le dit en bon vieux français, l'assureur crédit public de l'État français. Donc, sur cette activité-là d'assurance crédit, on vient en subsidiarité du marché privé. Bien évidemment, vous avez tout le panel des assureurs crédits privés que sont Coface, Solaire Hermès, Atradus, Groupama, AXA, etc., qui, eux, justement, sont là pour couvrir les opérations du quotidien. Et BPI France Assurance Export, qui est là, entre guillemets, pour faire le reste. Alors, quand on dit pour faire le reste, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour sécuriser, alors il y a plusieurs types d'opérations, soit des opérations, des contrats donc payables au comptant qui ont une durée d'exécution supérieure à 2 ans, donc quand on est sur les pays de l'OCDE, donc c'est sur les contrats longs, ou quelle que soit la durée d'exécution lorsqu'on est sur les pays hors OCDE, le constat étant que, notamment sur l'Afrique, l'AMLAT ou l'ASEAN, l'appétence du marché privé pour couvrir certaines opérations est moins importante. Donc ça, c'est le premier cas de figure d'utilisation de l'assurance crédit, contrat payable au comptant, avec des durées longues sur les pays de l'OCDE ou quelle que soit la durée sur les pays hors OCDE. Et toujours dans le respect de la politique d'intervention dont j'ai parlé. Donc les pays rouges, on ne pourra pas intervenir. Les pays oranges, donc là, on va pouvoir avoir des conditions qui sont qu'on ne couvrira que si c'est du souverain ou que si c'est du corporate ou que si dans l'opération, il y a un bailleur de fonds. Enfin, il y a différentes conditions qui existent.
L'autre volet d'intervention, donc on a compris, contrat payable au comptant, après sur un principe d'assurance crédit classique, c'est-à-dire qu'on va couvrir contre le risque de non-paiement, qu'il s'agisse d'un sinistre commercial ou fait politique ou catastrophique. On va un petit peu plus loin que les assureurs crédits privés, c'est-à-dire qu'on va couvrir jusqu'à 95%, là où l'assurance crédit privée couvre plutôt sur des taux de 80% maximum. Donc ça, c'est le premier volet, donc à destination ou au bénéfice de l'exportateur sur les contrats payables au comptant, mais c'est aussi une assurance crédit que l'on va retrouver derrière les contrats qui se règlent à crédit, donc on parle de financement sur des durées supérieures à 2 ans, par crédit fournisseur, donc consenti directement par l'exportateur, ou financé par une banque via du rachat crédit fournisseur ou du crédit acheteur. Donc, si on le dit autrement, quand une banque française, que ce soit BPI France, qui a cette activité-là aussi, ou BNP, le groupe Natixis, Société Générale, Enco, font du crédit export, rachat de crédit fournisseur ou crédit acheteur, elle se couvre auprès de l'assureur crédit public qui est BPI France Assurance Export. Ça, c'est quelque chose de toute façon qui est défini et encadré par l'arrangement OCDE qui impose, lorsque les crédits export sont faits, plusieurs choses, qu'il y ait un acompte minimal à la commande de 15%, mais qu'il y ait aussi la couverture d'un assureur crédit public sur l'opération. Donc, voilà, et donc c'est ces dispositifs d'assurance que l'on retrouve aussi, et c'est pour ça, je pense qu'il y a souvent une assimilation des dispositifs de soutien public à l'export aux grands groupes. C'est aussi ce mécanisme-là qui permet de couvrir les grands contrats qui font la une de la presse, lorsque notre président de la République ou un de nos ministres se déplace à l'export et signe des contrats pour de l'armement, des aéronefs, des satellites ou que sais-je, des navires. C'est ces dispositifs-là que l'on va retrouver derrière en couverture. C'est le plus grand en cours de BPI France, tout métier confondu, c'est l'assurance crédit export avec plus de 17 milliards d'encours. Donc ça, c'est pour ça que souvent, je pense qu'il y a cette assimilation à l'utilisation uniquement par les grands groupes. Mais dans la réalité, après, alors l'encours est important, mais les autres dispositifs, assurance prospection, même assurance crédit et tout ce qu'on va parler, bénéficient bien évidemment à toute catégorie d'entreprises. Mais malheureusement, toutes nos entreprises locales ne font pas la une de la presse dès qu'elles vendent un truc à l'export, contrairement aux grands groupes. C'est vrai, Tini, juste un point, c'est vrai que nous, en tant qu'experts comptables, on a un vrai rôle de conseil aussi sur ces points-là. Malheureusement, on voit trop encore de dossiers dans lesquels des plus petites structures se retrouvent en grande difficulté parce qu'ils n'ont pas été vers les bons interlocuteurs. Et encore une fois, Tini l'a rappelé, il y a un certain nombre d'assurances crédit privées vendues par des prestataires commerciaux, donc surtout à ne pas confondre avec le rôle essentiel de BPI France qui intervient dans un cadre plus institutionnel sur ce type de support pour sécuriser les contrats et pour garantir les paiements. Quand on a vu, nous, les retours de TPE et de PME de la région sud, quand il y a eu la guerre entre la Russie et l'Ukraine et qui se retrouvaient avec des marchés significatifs en Russie ou en Ukraine et qui du jour au lendemain se sont retrouvés en difficulté et en disant l'export c'est beaucoup trop risqué pour nous. On est très chanceux d'avoir ce mécanisme d'assurance crédit. Il faut rappeler quand même que dans le monde, il y a très peu de pays qui proposent de manière institutionnelle et publique d'avoir ce type d'assurance crédit. Et c'est notre rôle à nous aussi de pouvoir proposer à nos clients, et c'est le cas d'ailleurs, c'est pour ça que c'est important d'être dans cet environnement, dans cette mouvance de l'international et le club de l'APEX génère et coordonne également l'ensemble de ce cursus d'information. Si nous ne sommes pas là pour dire à nos propres clients, il y a ce mécanisme d'assurance crédit, même si on n'est pas au quotidien des spécialistes, encore une fois, on ne peut pas être spécialiste de tout, c'est pas très grave, on sait que ça existe, on sait qu'il y a des mécanismes d'assurance crédit client, qu'il y a des assurances crédit sur la sécurisation, sur la bonne fin des contrats, à nous d'aller chercher les bons interlocuteurs, à nous de contacter dans certains cas des structures privées ou de recommander à nos clients de le faire évidemment ou de prendre attache avec BPI France pour dire voilà,
il y a cette possibilité-là. Ça sécurise l'ensemble de nos actions. Et on entend trop de clients dire au quotidien, oui, mais nous, à l'export, c'est très sympa l'export, mais on n'est pas payé. Et qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas payé? Ça, c'est quelque chose qui est vraiment récurrent quand on parle de la partie commerce international et export. Ben, on a la chance d'avoir ce mécanisme, on en profite et évidemment, on est là aussi pour pouvoir couvrir l'ensemble des risques, tout autant, bien évidemment, que ce risque soit mesuré et qu'il soit aussi assuré. Parce que, comme le disait Tini, le principe de l'assurance crédit, ce n'est pas d'assurer n'importe quoi, n'importe comment. Non, et ce n'est pas d'assurer a posteriori. Donc, vraiment, le réflexe, c'est en amont. Voilà, que les sociétés réfléchissent à cette gestion du risque et anticipent ces choses-là, parce qu'effectivement, quand elles viennent nous voir en disant ben là, je ne suis pas payée par mon client, ah ben oui, mais c'était au moment de ante-signature du contrat qu'il fallait réfléchir à la sécurisation. Évidemment, quand on est dans le dur, et ben après, là, c'est compliqué de mettre en place, enfin, on ne peut plus mettre en place les mécanismes de couverture lorsque le sinistre est déjà là, quoi. Donc oui, donc c'est nos rôles de conseil à tous de leur dire qu'effectivement l'export c'est risqué, ça c'est un fait, mais qu'il y a pas mal de solutions pour le dérisquer justement, et avec ce dispositif qui en fait partie. Ouais. Donc ça c'était sur l'assurance crédit. On a d'autres outils de sécurisation, notamment pour la couverture du risque de change. Alors, tout à l'heure, on parlait du dollar. Effectivement, on a là, en ligne de mire, très certainement une remontée du cours, donc avec… je pense que c'est le bon moment de se couvrir, mais il n'y a pas que le dollar, bien évidemment. On a, nous, des dispositifs qui viennent là compléter tout ce que proposent les partenaires bancaires en termes de couverture du risque de change, que ce soit les options, les changes à terme, les swaps ou tous ces mécanismes-là. Nous, on a un produit assurantiel finalement qui combine des options de change et du change à terme, donc dont la vraie force est de pouvoir sécuriser. Donc, on est toujours sur des opérations d'exportation individuelle sur ce dispositif assurance change de négociation, de la remise de l'offre jusqu'au dernier terme de paiement si la société remporte le marché, et puis qui s'éteint avec une rétrocession de la prime d'ailleurs si la société ne remporte pas le marché. Et on combine ces deux dispositifs, voilà, option plus change à terme. Donc je dirais que il n'y a pas de seuil minimum, contrairement aux banques qui peut-être sur des opérations à moins de 200-300 000 $ ne couvriront pas. Là, on peut couvrir des opérations à 10 000 l'équivalent de 10 000 $. Il n'y a pas de seuil minimum. Donc, c'est aussi très intéressant par nos PME, d'autant plus que pour certaines, elles ne sont pas forcément prêtes ou elles n'ont pas les ressources humaines en interne. Je parle de gestionnaires dédiés qui maîtriseraient véritablement les outils de couverture. Donc là, c'est un produit plutôt simple et souple et qui couvre de bout en bout de la remise de l'offre jusqu'au dernier terme de paiement. Oui, et la nouveauté cette année… C'est important, pardon, excuse-moi Tini, je te coupe une fraction de seconde juste pour souligner tout ce que tu viens de dire parce que nous, on le vit au quotidien. Aujourd'hui, une TPE ou une PME qui ne se couvre pas sur le risque de change, c'est quelque chose qui est absolument plus possible parce que on le voit au quotidien. On parle du dollar, mais pas que du dollar. Il y a tout un tas d'options possibles et BPI est là encore une fois, mais l'ensemble des réseaux bancaires sont là également pour donner des opportunités d'avoir des couvertures de change. Tini le rappelait très justement avec notamment les swaps par exemple ou les achats à terme de devises. Nul n'est besoin d'être un spécialiste dans tout, encore une fois, je le redis, et ne vous dites pas, ça n'est pas ma spécialité, je ne vais pas m'immiscer dans ce point-là. Quand nous, experts comptables, nous voyons des dossiers dans lesquels il y a de l'export et notre démarche mécanique doit être de poser la question de savoir si c'est couvert en termes de devises ou pas, et si ça ne l'est pas, on doit absolument alerter nos clients parce qu'aujourd'hui, évidemment que si on est sur un client qui va appeler sa banque et qui va dire qu'est-ce que vous avez sur le marché de devises et qu'est-ce que vous avez en swap, évidemment que dans beaucoup d'agences, ils n'ont pas d'interlocuteur
se tourner vers BPI ou leur demander d'avoir le relais auprès du service dédié du réseau bancaire pour être assisté. Mais aujourd'hui, quand on perd 5% de points de marge uniquement sur la partie devise, quand je vois encore dans le domaine de l'habillement avec notre partenaire FASC, par exemple, qui est partenaire également de l'Apex, dans le domaine de l'habillement dans lequel on va commander en Asie et entre le moment où on commande en Asie et le moment où on livre, des fois, on a 6 mois, 8 mois avec des écarts à 7 ou 8% qui ne sont pas couverts. Ces 7 ou 8 points de marge mettent en difficulté la vie de nos entreprises. Donc, encore une fois, quand il y a des choses qui semblent compliquées de ce point de vue-là, n'hésitez pas, insistez auprès de vos clients pour aller trouver le bon interlocuteur, encore une fois, et essayer d'assurer la couverture de sa assurance de devise. Il y a des solutions pour tout. On a eu, nous, un client qui avait un sujet avec le Brésil. Ils ont appelé leur cellule internationale qui leur a dit dans le réseau bancaire, mais non, c'est une monnaie non convertible, entre guillemets, ce qui est vrai. Hein, donc le réal brésilien est une monnaie non convertible. Il y avait des solutions avec ce qu'on appelle les couvertures NFD. Il y a à chaque fois… on le couvre, nous aussi, le réal brésilien, par exemple. C'est juste ce que j'allais dire, je vais vous montrer après la carte. On couvre aussi des devises non convertibles, pas trop appréciées des banques. Donc ça, c'est l'avantage aussi. Tout à fait, Tini. Et ça, c'est une chance. Ça veut dire, en fait, quand on a des problématiques, quand on est seul, et en tant que, je ne parle pas que du client, mais je parle nous aussi en qualité d'expert comptable, ce n'est pas très grave. Nous avons des relais. C'est pour ça d'ailleurs que le Conseil de l'Ordre fait ces partenariats. C'est pas pour faire beau, c'est pas pour signer un protocole de plus. Si on a des partenaires, c'est qu'on compte sur eux et qu'on sait qu'ils ont la compétence. Et aujourd'hui, quand on est membre de l'APEX ou quand on s'adresse à BPI, on a la certitude. Pas en tout cas sur le fait qu'ils trouvent la solution à tout. Malheureusement, ce n'est pas des magiciens. On n'a pas la baguette magique. Mais malheureusement, je le regrette, Tini, il faudra y penser pour 2024. Mais en tout cas, le fait est qu'ils vont faire de leur mieux pour nous orienter ou alors pour nous trouver les meilleures solutions possibles, même si ce n'est pas la solution. Et ça, c'est vraiment important. Alors, c'est vrai que quand on a la chance de faire partie par exemple, de l'APEX, où on reçoit régulièrement, moi, j'ai cette chance-là aussi, je reçois régulièrement de l'information, de la documentation. Si j'ai la chance d'avoir le téléphone de Tini, de BPI, bah, évidemment, j'ai cette chance-là aussi. Mais tous les experts comptables de la région Sud, vous avez cette opportunité-là au travers de ce partenariat qui a été mené par l'Ordre et par nos dirigeants. Et Nicolas est très sensible sur ce point et Mohamed est bien sûr plus qu'en avant sur toutes ces opportunités de développement. N'hésitez vraiment pas. On n'a pas besoin d'être des techniciens. Il y a des solutions dans tout et vos clients seront rassurés que leur expert comptable n'est peut-être pas la solution à tout, parce qu'encore une fois, on ne peut pas être omniscient, mais par contre, sache nous trouver les relais et sache nous dire, bah, voilà, j'ai bien été conseillé, je pense au développement sur un marché au Maroc, bah, tiens, Apex organise un accompagnement business export qui nous ouvre toutes les portes pour pouvoir rencontrer les acteurs et des entreprises en local qui pourront être nos partenaires. BPI a une solution sur des devises qui sont non convertibles. Encore une fois, on a cette chance-là, utilisons nos partenaires, même si ça leur donne plus de travail et j'en suis désolé, mais utilisons nos partenaires, faisons connecter nos clients avec nos partenaires parce que c'est aujourd'hui la certitude de leur donner un très bon conseil. Je n'ai rien à gagner, mais je suis très militant de ce point de vue-là. Gilles, est-ce que je peux rajouter quelque chose, s'il te plaît? Voilà, Gilles, merci. Tini, j'écoute avec attention. Parce qu'il me reste beaucoup de slides encore. Je ne pense pas que je vais pouvoir finir du coup. Mais... Voilà, simplement pour vous dire qu'en complément de ce que vous dites et qui est passionnant, nous avons un réseau WhatsApp qui est très important et tous les jours, toutes les heures, on a une demande d'un adhérent qui est une demande spécifique. Je souhaiterais aller en Algérie. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait me conseiller, etc. On a un réseau tellement important entre les CCE, les OSCI, BPI et puis tout le réseau qui est autour qu'on a des réponses immédiates. Et cette immédiateté, c'est une force inouïe parce que si nous, on n'a pas la compétence pour répondre, on
donne aux adhérents et à toutes les personnes qui nous interrogent les outils pour le faire chez des gens compétents. Et Dieu sait si l'Ordre des experts comptables en fait partie et BPI aussi. Voilà. Je vais recouper mon micro pour vous laisser l'expertise. Merci Jean-Yves. Merci. On connectera le WhatsApp pour ceux qui le souhaitent, évidemment. Alors, du coup, pour revenir sur le sujet change, et je vais essayer d'accélérer pour la suite, voyant le temps passer. Donc, la nouveauté, en revanche, donc je disais, le précédent produit sur les opérations d'exportation individualisées, Bercy nous a autorisé en fin d'année dernière d'ouvrir un produit sur le multicommande. Alors là, pour le coup, sur la couverture du risque de change sur des opérations de commerce courant, chose qu'on ne faisait pas jusqu'à présent. Et c'est assez intéressant. Donc là, on couvre uniquement le dollar et la livre sterling, mais on va pouvoir couvrir une enveloppe garantie pendant 12 mois sur un courant d'affaires avec un ou plusieurs acheteurs, des distributeurs ou des filiales locales que les entreprises auraient. Donc ça, c'est véritablement une nouveauté et ça veut dire qu'on va pouvoir aussi suivre des acteurs et des activités sur cette activité de change, des prestations des vignobles, de nos savonniers ou nos sociétés actives dans la cosmétique. On en a beaucoup dans la région, etc. Tout ce qui est opération de commerce courant, le textile, tu en parlais, Gilles. Donc, on est très content d'avoir ce nouveau produit à disposition pour l'exercice 2023. Et je parlais donc de la carte des devises. Pardon, je suis allée trop vite. Donc, vous avez là les devises éligibles. Et comme vous voyez, il y a quelques devises un petit peu exotiques ou non convertibles, moyennement courues par nos amis banquiers, que sont la livre turque, le naira nigérian ou le réal brésilien. Et donc, on les couvre. Donc, c'est pour vous intéressant de le savoir. Donc là, on a parlé de garanties qui bénéficiaient donc directement à l'exportateur. Mais on a aussi des garanties de soutien public à l'export qui bénéficient à nos partenaires et amis banquiers, à savoir l'assurance caution export et l'assurance préfinancement export. Alors, le principe des deux est le même, c'est juste l'objet, le sous-jacent qui est différent. Mais le principe, c'est de pouvoir apporter une couverture jusqu'à 80% à notre partenaire bancaire lorsque soit donc il émet des cautions sur marché export, tout type de caution, ça va de la soumission pour appel d'offres à la restitution d'acompte jusqu'à la retenue de garantie, également les cautions fiscales et douanières ou l'émission d'un crédit de préfinancement export lorsque l'entreprise se positionne sur un marché sur lequel elle a ou pas un acompte à la commande, des paiements qui sont tardifs, mais entre-temps, bien évidemment, elle doit acheter ses matières premières et Dieu sait qu'en ce moment, il y a eu des hausses significatives sur certaines. Elle doit produire en prenant en compte également le coût de la hausse du prix de l'énergie, etc. Donc, elle se retrouve avec un pic un peu de BFR négatif pendant la durée d'exécution de son contrat jusqu'à ce qu'elle reçoive les différents paiements successifs. Elle peut aller voir son banquier et demander un crédit de préfinancement export. Et donc, ces deux choses, que ce soit les cautions ou les préfinancements export, BPI France Assurance Export peut couvrir la banque jusqu'à 80% pour en faciliter l'émission. Ça, c'est plutôt pour des primo-néo-exportateurs, mais aussi pour des sociétés qui sont déjà exportateurs aguerris. Ça permet aussi de préserver et de pérenniser la capacité d'intervention de la banque, qui voit son risque net limité à 20% versus 100%. Ça permet aussi, et ça c'est intéressant, de limiter les collatéraux demandés par la banque, et je pense notamment dans le cas d'émission de caution au cash deposit, parce que parfois, pour des TPE, PME, primo-exportatrices, le banquier va dire « Ok, moi, pas de souci, je t'émets ta caution de 100, mais du coup, je te séquestre 100 en trésor. » Ah ben oui, mais moi, la trésor, j'en ai besoin pour faire mes projets, pour se développer par ailleurs, etc. Donc là, avec notre soutien et cette garantie à 80%, en général, soit on arrive à faire sauter complètement le cash deposit, ou sinon, on le limite à 20% de l'enveloppe. Donc, c'est plutôt bénéfique aussi pour l'entreprise. Donc, assurance caution export et garantie des préfinancements export, je l'ai dit, donc même principe, garantie jusqu'à 80%. Contrairement, parce que vous connaissez peut-être en tant qu'expert comptable les dispositifs de garantie classiques de BPI France, fonds création, transmission, développement, qui lui est réservé à la PME européenne. Là, nous, pas de seuil, PME, TPE, PME, ETI, grand compte, pas de limitation de taille.
Et puis, donc là, on vient de parler de la sécurisation des contrats, mais on a aussi des dispositifs qui permettent de financer ou sécuriser soit des implantations, et je pense à des créations de filiales, soit des opérations de croissance externe. L'assurance prospection peut, et on l'a vu, permettre de prendre en charge les frais de fonctionnement d'une filiale nouvellement créée ou d'un bureau commercial dans le pays objet. C'est pour ça qu'on la retrouve sur ce visuel-là qui n'est pas très clair. Mais sinon, on a d'autres dispositifs, et en particulier un qui est un dispositif de garantie, qui est la garantie des projets à l'international, qui permet de couvrir à hauteur de 50% contre le risque économique les apports, donc capital ou compte courant d'associés bloqués sur 3 ans minimum ou prêt participatif de la mère à la fille, donc de couvrir les apports jusqu'à 50% contre le risque de défaillance économique. Donc, lorsque la société décide de créer une filiale ex nihilo, de recapitaliser une filiale existante à l'étranger, ou de racheter, de faire une opération de croissance externe. On couvre sur une durée maximale de 7 ans. Depuis 12 mois maintenant, on est ouvert à tout pays, y compris l'Europe. Donc concrètement, j'ai une entreprise qui décide d'ouvrir une filiale au Bénin, par exemple. Elle décide d'y investir 100 000 euros. Si au bout de 3 ans, malheureusement, il y a une équivalent de liquidation judiciaire de la filiale parce que finalement, le marché n'est pas là. Et bon, bref, on reverse donc 50 000 euros sur les 100 000 euros investis. Donc, on est vraiment sur, si je peux caricaturer ça, l'assurance auto ou l'assurance habitation de la filiale, quoi. Donc ça, c'est assez important. C'est peut-être méconnu aussi de vous. Donc, n'hésitez pas à le préconiser à vos clients. Et puis, alors là, c'est moins une aide et plus un financement, mais on a aussi le moyen d'intervenir à côté du partenaire bancaire directement en financement pour faire effet de levier, sachant que ce pré-croissance international a certaines caractéristiques attractives, notamment en termes de différé. On peut mettre jusqu'à 24 mois de différé, donc dans les projets export. Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Tu es au courant ? Est-ce que la personne qui parle peut couper le micro, s'il vous plaît ? S'il vous plaît. Merci. Merci. Donc, avec 24 mois de différé possible, donc très intéressant sur les projets export d'attendre que véritablement le retour sur investissement s'opère. Et quelqu'un a bougé les slides. Hop, pardon. Que le retour sur investissement s'opère pour commencer à rembourser. Et l'autre intérêt, c'est qu'il n'y a pas de garantie sur les actifs du patrimoine ou de l'entreprise. Donc voilà, deux choses assez intéressantes pour nos entreprises, et là, en partenariat avec nos amis banquiers. On a un autre dispositif, là je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est plus pour vous à titre informatif parce qu'il est assez disruptif dans le monde du haut de bilan. On a un outil de co-investissement, alors directement à l'étranger lorsqu'il s'agit de faire du build-up, donc de la croissance externe et de racheter des entreprises étrangères. Et c'est un dispositif qui est dédié aux entreprises qui seraient encore en termes de détenues par un actionnariat familial indépendant, qui n'auraient pas envie d'ouvrir le capital par le haut, donc de faire entrer un fonds d'investissement au niveau de la holding française, mais qui par contre se positionnent sur des opérations de croissance externe à l'étranger structurantes et qui ne peuvent pas se financer que par effet de levier bancaire. Et donc voilà, là l'idée c'est de rentrer, de co-investir aux côtés de notre société française dans la société qu'elle va racheter à l'étranger. Donc on est la seule société d'investissement en France à proposer ce type de produit. Donc c'est pour ça que je voulais que vous l'ayez sur le diaporama. Et puis, et j'en aurai terminé, et je vous remercie d'avance déjà pour votre attention parce que mon intervention était assez longue. On a aussi... Ah ben mince, non, il n'y a pas le... Ah, là, il y a un slide qui a sauté. Bon, il y avait un petit visuel d'ailleurs, qui était, pour le coup, c'était pour finir sur une touche assez ludique d'un visuel avec un schéma et un joli dessin, mais j'en ai parlé tout à l'heure, c'était sur le crédit export.
je voulais faire un focus là-dessus parce que, alors, ce n'est pas tellement une aide à l'export, mais c'est un outil de compétitivité à l'export qui est très utilisé par nos concurrents et amis allemands, italiens, qui, quand ils exportent dans des pays plutôt du Sud, des pays plutôt en voie de développement ou émergents, apportent au-delà de leur offre technique et commerciale des solutions de financement pour leurs acheteurs étrangers. Donc, c'est le crédit export qu'on a évoqué tout à l'heure. Et sauf que nous, BPI France, alors on n'a rien inventé là-dedans et les banques françaises en font, on l'a dit tout à l'heure sur les gros contrats. Par contre, on avait constaté que justement, les PME avaient peu accès à ces dispositifs-là, très peu connus parce que c'est géré par les CIB de nos banques au niveau parisien, donc très peu d'informations en région sur ces sujets-là, et puis surtout avec des partenaires bancaires qui démarrent sur des tailles de projets à 15, 20 millions d'euros, 25 pour certains, sauf que nous, nos PME du coin, elles n'ont pas forcément des contrats export de 20 millions d'euros, mais par contre, elles travaillent avec l'Afrique et elles aimeraient bien avoir ces outils-là en main. Donc, on s'est lancé BPI France dans le crédit export en essayant de ramener le curseur et les seuils minimums d'intervention un petit peu plus bas que la vingtaine de millions d'euros. Et on fait du crédit export à partir de 1 million d'euros sur du rachat de crédit fournisseur et 5 millions d'euros sur du crédit acheteur. Et donc, c'est véritablement un outil qui a pour objectif donc de proposer un financement moyen-long terme à l'acheteur étranger de notre client français, qu'il soit souverain ou privé. Donc, il y a un double intérêt pour l'entreprise française. C'est bien évidemment, je le disais, en termes de compétitivité, d'apporter quelque chose d'attractif, mais aussi d'être sécurisé sur ses paiements, parce que là, pour le coup, elle est payée par BPI France et pas par son acheteur étranger. Et on intervient, je parle des pays du Sud, des pays, parce que c'est quelque chose qui se destine à des pays qui ont soit un accès à la liquidité financière peu actif, avec parfois pour les PME africaines des difficultés à obtenir des financements auprès de banquiers locaux, soit avec des taux d'intérêt à 2 chiffres par exemple. Donc, je parle de… Oui. Les financements à 2 chiffres, c'est très, très fréquent. Voilà. Donc là, on leur apporte des conditions, entre guillemets, européennes en termes de taux d'intérêt. Et puis surtout, voilà, l'intérêt, c'est d'apporter ce package offre technique et offre financière. Donc voilà, vous l'avez compris, BPI France n'a rien inventé. Simplement, on a ramené un petit peu le curseur un petit peu plus proche de la réalité de nos PME, même si le seuil d'1 million d'euros reste quand même une barrière qui peut sembler haute, et on est en train de réfléchir avec nos tutelles pour trouver une solution parce que pourquoi on met une barrière à 1 million d'euros, c'est qu'on est là sur des financements structurés qui nécessitent beaucoup de frais de due diligence fiscale, juridique, de structuration d'opérations, et donc forcément quand on a des frais de due deal à 80-100 000 euros, quand on finance 150 000 euros, pour le coup, c'est pas intéressant. Donc, on essaie de voir avec nos tutelles, de trouver un système peut-être de subventionnement qui serait porté par les régions ou par l'État pour pouvoir rabaisser encore plus ce seuil minimum d'intervention. Et ainsi, on pourrait répondre à encore plus de sollicitations sur ces sujets-là. Pour information et pour exemple, dans ce qu'on peut financer, donc dans la région, on a accompagner une ETI pour financer de l'éclairage public au Sénégal, une PME pour installer des serres au Mexique. Là, on est en train de travailler avec un client pour le déploiement de gares lagunaires au Cameroun, en Côte d'Ivoire, pardon. Au Cameroun, c'est un autre projet. Enfin, voilà, on est sur des projets infra, bien d'équipement. Là, bien évidemment, des choses qui se financent à moyen long terme. Ce n'est pas pour financer des savons ou autre. C'est véritablement des objets, des sous-jacents qui se financent à moyen long terme. Voilà pour ma partie, Gilles. Je fais également un petit aparté, et Jean-Yves le sait bien également, parce que ça faisait partie des questions qu'on recevait sur le chat, sur les questions des aides et du fait de savoir si c'était dédié et réservé à la partie négoce international d'achat-revente. Il faut bien aussi avoir à l'esprit que beaucoup de dispositifs sont également éligibles sur toute la partie vente de services. On sait que nous, dans la région sud, on a une certaine
certaine force sur la vente de prestations de services et notamment les prestations de services qui sont à l'export. Donc aujourd'hui, la partie commerce international, elle se décline pas que sur la vente de produits en tant que tels, mais dans le domaine du service. Et on a beaucoup de schémas tels qu'on les a édictés ce matin qui sont également éligibles sur les ventes de prestations à l'international. Et on sait que nous, sur la partie sud, c'est important. Jean-Yves, peut-être pour bénéficier de ton expérience, aujourd'hui, tout ce qu'on vient de présenter en partenariat avec BPI, ce sont des questions du quotidien. Les gens qui viennent au sein du club de l'APEX sont des gens qui ont à l'initial déjà beaucoup d'expérience dans le domaine de l'international, où tu vois de plus en plus de nouvelles structures qui, nous, experts comptables, pourraient être également accompagnés sur le schéma de l'international. Est-ce que ça se démocratise? C'est intéressant, Gilles, ce que tu dis, parce qu'on a des sociétés très structurées. Oui, ça c'est incontournable. Elles représentent à peu près la moitié des sociétés. Hein. Mais on a aussi beaucoup de jeunes pousses, des jeunes adhérents. On a beaucoup de jeunes sociétés qui ont créé des produits, qui ont déjà 3 ans d'expérience, qui font du chiffre et de la marge, qui ont commencé une belle progression et qui souhaiteraient aller à l'export. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas parce que soit ils n'ont pas l'expérience, soit ils n'ont pas eu la formation. Donc, ils nous demandent de les aider à exporter. Alors, on fait une préétude avec eux. On essaye de voir avec eux qui peut les aider, hein, quel professionnel. Et évidemment, l'ordre des experts comptables en fait partie. En tout cas, pour le financement, BPI arrive en renfort incontournablement. Et on envoie tous ces gens entre de très très bonnes mains pour qu'ils aient les conseils qu'il faut et pas se planter, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se planter. C'est souvent des petites structures, des gens où ils ne sont pas très nombreux, il y a 4-5 personnes dans la société, ils ont fait 300 000 € de chiffre d'affaires, ils sont en pleine progression, ils sont à plus 30 chaque année, et ils se disent, mais franchement, les produits qu'on a vendus en France, soit en B2B, soit en B2C, pourquoi ces produits n'accéderaient pas à l'export ? Et effectivement, en se renseignant, ils savent qu'ils ont des belles opportunités dans tel ou tel pays, mais ils ne savent pas y aller, ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas comment le financer. Donc, évidemment, on les remet entre les mains de gens très, très compétents, et tous les deux, évidemment, vous en faites partie, c'est incontournable. Voilà. Bon, en ce qui nous concerne, je sais qu'on a ouvert, tu sais, lundi dernier, l'Académie de croissance en partenariat avec Made in Soft, donc d'une part le digital et d'autre part l'international, et on avait beaucoup de jeunes sociétés, de jeunes gens qui avaient des projets pour l'export, mais qui ne savaient pas les accompagner et ne savaient pas les formaliser. Donc, il y avait des CCE avec nous, il y avait des gens qui étaient capables de les relayer dans tel ou tel pays, etc. Il y a énormément d'outils. Je ne parle pas seulement des outils financiers, tu vois, mais il y a énormément d'outils, des outils qui font partie de l'accompagnement des projets export. Et ça, c'est très, très important parce que c'est la seule façon d'être accompagné, c'est la seule façon d'aboutir à un succès et d'aboutir à un pays étranger avec un projet formalisé sans se planter. Parce qu'il n'y a rien de pire que de passer 2 années sur un marché en y dépensant de l'énergie, de l'argent, du personnel, etc. et se dire au bout de 2 ans que finalement, ce n'était pas le bon choix, que ce n'était pas le bon pays, que le produit n'est pas adapté. Voilà. Et donc, on les met en garde, on les met dans l'académie de croissance. Donc, il va y avoir 3 formations encore qui vont être mises en place. C'est gratuit. Tout ce qu'on fait, c'est gratuit pratiquement. On met toute l'association et toutes les expertises de tous les adhérents au service de tous ces gens, qu'ils soient jeunes, moins jeunes ou expérimentés. Et souvent, les plus expérimentés, on en fait des experts. On souhaite qu'ils donnent les conseils. Parce que le réseau, c'est formidable un réseau, mais un réseau, c'est fait pour être partagé. Voilà. Et donc, on a un très, très gros réseau. Moi, par ailleurs, j'en ai d'autres dans d'autres activités. Et on voit que c'est étroitement lié et que tous ces gens-là font partie d'une grande bulle dans laquelle ils sont tous liés plus ou moins et ils se parlent. Et l'intérêt, c'est de se parler beaucoup et d'échanger sur toutes les préoccupations qu'on a, les projets, mais pas que, les problèmes, hein, et Dieu sait si on en a eu depuis 2 ans, donc échanger, savoir comment on en sort de ces problèmes. Voilà. Et donc trouver ces solutions, avoir des expertises, être entre les mains d'experts, et ça, c'est ça la solution. C'est d'avancer dans des projets
formalisé et bien structuré. Voilà. Et j'ai adoré l'exposé de Tini. Merci Tini pour cet exposé superbe que tu as réalisé, qui met noir sur blanc les quelques outils indispensables pour me financer la prospection, l'assurance crédit et tout ça. C'était ce que dans le passé faisait la COFAS, à peu près, l'assurance prospection simplifiée, l'assurance crédit, etc. Mais je te parle il y a 30 ans. Non, mais attends, on ne redit pas les anciens noms parce que moi, je veux qu'on reste sur ce qui existe aujourd'hui. Mais ça nous fait le bridge, comme on dit. Non, mais merci, Jean-Yves. Et c'est très important ce que tu viens de dire, c'est que c'est pas les financements d'un côté, c'est véritablement, les clés de succès, c'est d'avoir les deux liés. Et c'est que les sociétés utilisent les deux concomitamment. C'est se fassent accompagner et bien évidemment obtiennent des bons financements et sécurisent leurs opérations, mais tout ça va de pair. C'est pas on fait l'un et après l'autre, c'est concomitamment qu'on réfléchit à tout ça. Et Gilles, peut-être juste si je peux, parce que j'ai vu une question dans le chat où je souhaiterais apporter une précision, c'est la question sur la part française de 20%. Je pensais avoir expliqué, mais quand on parle de part française, ce critère que nous impose Bercy, alors, si je peux ramener ça peut-être du coup à une notion qui parlera plus aux experts comptables, c'est l'équivalent de la valeur ajoutée comptable, messieurs, dames. Donc, c'est pas parce que tu as répondu, c'est la quote-part du marché export dédié dans un projet. Non, pour moi, en tout cas, tel que notre tutelle nous le définit, c'est pas tellement ça. C'est est-ce que la société crée de la valeur ajoutée sur le territoire français? Et oui, par création de valeur ajoutée, on entend, est-ce qu'elle fabrique en France? Est-ce qu'elle achète ses matières premières en France? Est-ce qu'elle sous-traite en France? Est-ce qu'elle, à minima, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle fait sa recherche et développement en France? Ou à minima, elle fait travailler sur les projets une équipe d'ingénieurs français? Donc, en fait, c'est véritable. Oui, c'est la création. Je ne sais pas comment le dire autrement que la création de valeur ajoutée sur le territoire français, mais c'est ça. Donc, 20%, c'est faible. Je disais tout à l'heure, on peut donc avoir des sociétés qui ne produisent pas. Alors, bien évidemment, là, quand on est sur du bien que de consommation ou d'équipement, qui ne produisent pas leurs biens en France, mais qui font le design, l'assemblage et les études en France, ça marche. Sur la prestation de services, là, il y a moins de soucis parce qu'en général, les logiciels ou autres, ils sont développés en interne et puis après, ils sont vendus. Et c'est pour ça que quand je disais autrement, ce qu'on exclut, c'est le pur négoce. Quand on achète quelque chose pour le revendre ailleurs, que ça passe ou pas par le port ou l'aéroport de Marseille, il n'y a pas de création de valeur ajoutée sur le territoire. Tout à fait, oui. Et souvent, on nous rétorque, oui, mais je paie des impôts en France. Ouais, mais ça, en fait, Bercy, c'est pas la même chose, ils vont vous dire. Donc, bien évidemment, heureusement, vous payez des impôts en France, mais c'est pas ça la notion de création de valeur ajoutée sur le territoire français. Ça ne se justifie pas simplement par le fait de payer des impôts. Ça se justifie par le fait d'employer des personnes, d'avoir des unités de production, d'avoir des bureaux d'études, d'avoir, bon, j'espère que c'est plus clair comme ça avec cette notion de valeur ajoutée. Oui, tout à fait. C'est toute la ressource française qui est consommée. Donc, c'est ce qu'on appelle la quote-part de la partie française. Toute la ressource qui est consommée dans le cadre de la production de la prestation ou du produit qui est vendu à l'export. Et ça, c'est très important parce qu'évidemment, on ne peut pas faire de l'assemblage et du puzzle et prendre un produit d'un pays ou un service d'un autre et les revendre. Ce n'est pas l'esprit. Il faut bien comprendre que toutes ces aides-là, ne se font pas sans raison. Elles se font parce qu'on veut développer et aider et récompenser également le développement de la partie française. Donc, il y a une logique dans tout ça. Si on est là juste pour développer son intérêt privé, et nous, on est experts comptables, on est très heureux de ça et on encourage, alors à ce moment-là, on développe nos ressources privées pour avoir des profits privés. Si par contre, on a la chance d'avoir des aides dans le domaine du public, c'est-à-dire nos impôts, eh bien, c'est fait pour développer de manière globale les ressources françaises, parce que ça veut dire que quand on va utiliser une prestation française, ça veut dire qu'on va apporter également
de l'économie, de la ressource à d'autres sociétés que les nôtres. Et là, l'offre publique et l'intérêt public est tout à fait représenté et justifié. Et c'est vraiment important. Je fais une petite parenthèse également pour annoncer notre prochain webinaire avec Mohamed qui va aussi être sur un sujet plus technique, mais qui est assez fondamental, qui se rattache à la partie fiscale et fiscale internationale, avec entre autres l'utilisation des conventions. On peut être extrêmement ingénieux et on peut apporter beaucoup de services à nos clients parce que dans un certain nombre de cas, et Tini rappelait l'Afrique, mais elle a tout à fait raison parce que des fois, le marché de l'Afrique peut se retrouver extrêmement complexe. Pourquoi? Parce qu'on a des prélèvements à la source qui sont extrêmement coûteux à l'initial et donc ce sont des barrières. Et nous, en tant qu'experts comptables, la fiscalité, ça fait partie de nos schémas et on va donner un certain nombre de tips, comme on dit en anglais, d'aides pour pouvoir assister nos clients dans le domaine de l'application et également des notions, également des refacturations comme ce qu'on appelle le transfer pricing, les relations entre les sociétés. Ce n'est pas réservé qu'aux grands groupes, hein. Ce n'est pas réservé à Thales ou à Total. Il suffit d'avoir une petite structure qui va monter sa société au Portugal et une autre aux Émirats arabes unis pour qu'on se retrouve avec les mêmes problématiques que l'on a. Donc, on fera un petit webinaire sur ce point. Donc, il y a une petite question, Gilles, qui vient d'être rajoutée dans le chat de Leïla. La question, je pense qu'elle s'adresse à moi, qui me demande quel a été en moyenne le degré d'attribution de ces aides par la BPI ces dernières années, nombre moyen des TPE, PME. Alors, moi, je vais parler de la région sud, hein, parce que c'est cette région qui nous concerne tous. 90%, 85% à des TPE, PME. Hein. Les ETI, ça reste marginal. Dans la région, c'est pas ce qu'on a le plus, et les grands groupes, encore moins. Et bien évidemment, comme Gilles vient de le dire, moi, l'assurance prospection, si j'ai Total Énergie ou même des filiales d'Ortec qui viennent me voir, je dis, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Je préfère le donner justement à des TPE. Donc, voilà, ce n'est pas pour vous dire 100% parce que ce n'est pas 100%. Il y a quand même des ETI qui en ont bénéficié. Mais véritablement, c'est essentiellement à des TPE, des PME. Et là-dedans, dans ces TPE, PME, on a à peu près 30% de start-up. On est l'une des régions qui accordons le plus d'assurance prospection sur les start-up, mais ça, c'est en lien avec notre tissu local, hein, c'est logique, parce qu'on a moins d'industrie aussi que nos amis d'Aura ou d'Île-de-France. Donc, tout ça est logique. Mais voilà, c'est essentiellement sur les TPE, PME. Après, c'est sur l'assurance crédit, comme je le disais. On a Airbus Hélicoptère, on a quelques grands comptes dans la région qui, bien évidemment, dans les chiffres, en volume d'encours, c'est eux qui sont le plus importants, mais sur l'assurance crédit. Après, sur tous les autres dispositifs, assurance caution export, garantie des préfinancements, de la même manière, c'est à 80% sur des PME. L'assurance change aussi, quelques ETI, mais massivement PME. Donc, véritablement, notre action de développement à l'international se destine aux TPE et aux PME. Et ça, il faut bien l'avoir en tête et il faut le désacraliser s'il y a des croyances qui sont contraires. Mais voilà. C'est très bien de l'avoir rappelé et c'est très bien qu'on ait tous le même discours. Tous nos clients, que ce soit des petits, j'aime pas tellement ce mot-là, clients, que ce soit des actions de plus grands groupes, qu'on soit au fin fond d'une province ou qu'on soit dans une grande métropole, tous nos clients ont besoin de notre aide sur l'international. C'est notre cheval de bataille sur 2023 en l'occurrence et nous serons là, nous, la Commission internationale de l'ordre. Alors, on a le WhatsApp dont a parlé Jean-Yves et on donnera bien volontiers le lien pour les gens qui veulent y rentrer parce que c'est une très belle ressource également. La Commission internationale de l'ordre a également une page Facebook dans laquelle on peut, de la même manière, pour une question technique, c'est réservé uniquement aux experts comptables, mais qui nous disent, mais Gilles, j'ai une problématique parce qu'on me dit que la Commission internationale à l'export va être déductible sur la filiale italienne, mais pas sur la filiale française. Et c'est un collectif dans lequel on donne un certain nombre de tips et de solutions tout autant que l'on puisse pour aider également toutes nos consoeurs et tous nos confrères sur les problématiques techniques à l'international. En synthèse, on a besoin de l'énergie de tout le monde. Évidemment, BPI est là et
pour tous ceux qui ont des besoins particuliers, nous ferons les relais les plus amicaux possibles pour orienter vers BPI parce qu'on est persuadé que c'est la belle ressource. Donc, les contacts seront bien sûr disponibles. Le club de l'APEX, on milite fermement et comme le rappelle Jean-Yves, il a raison de le dire, hein, tout ce qui est fait avec bienveillance et bénévolat au sein de l'APEX pour aider les gens et pour aider les entreprises, que l'on soit une petite structure ou une grande structure. Donc, encore une fois, on relaiera toutes les actions de l'APEX avec grand bonheur et on sera à leur côté. La commission internationale de l'ordre, présidée par Mohamed Lakila, on est à votre disposition également au sens concret du terme, un sujet, une problématique sur est-ce qu'on a un relais sur tel pays, est-ce que fiscalement on a des renseignements sur tel ou tel autre, on est là aussi dans la vraie vie pour vous accompagner. Il me reste quelques minutes pour remercier également, et c'est très important parce qu'on ne fait rien sans avoir la chance d'avoir une belle équipe, et on en a une très belle au Conseil régional de l'ordre. Un grand merci à Lucie qui a assuré toute la logistique, la communication. Un très grand merci à notre secrétaire générale Malika qui nous a donné l'opportunité de faire ce très beau relais. Également un merci à Nicolas Ferrand, le président régional de l'ordre, qui donne une belle impulsion, comme l'a fait son prédécesseur Khaled Weissman sur le développement de l'international. Et ça nous fait chaud au cœur parce que pendant très longtemps, la Commission internationale n'a pas eu la chance de pouvoir rayonner comme elle rayonne depuis ces dernières années. Et également, on vous donne rendez-vous pour les prochains événements. Jean-Yves parlait d'une prochaine réunion à l'APEX. Peut-être un mot pour rappeler la date. Tu parles de quoi? Je n'ai pas entendu. Des prochaines actions de l'APEX qui seront… C'est toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a des rassemblements, des réunions, des petits déjeuners, des thématiques, etc. Mais pour terminer, Gilles, je trouve qu'on a beaucoup de chance et nos adhérents ont beaucoup de chance d'avoir des organismes comme l'APEX, comme l'Ordre des experts comptables, comme la BPI France, parce qu'il faut les aider à sortir de l'isolement et les aider à oser l'international. Voilà. Le mot de la fin, ça sera ça. On est tous là pour leur rendre service. Et je crois qu'on réussit quand on sort de l'isolement et quand on ose l'international, quand on a des magnifiques projets à porter. En tout cas, merci à tous les deux. Merci Gilles, merci Tini. C'était remarquable et je trouve que les 140 personnes qui ont écouté ce webinaire ont beaucoup de chance. Voilà. Merci. Le mot de la fin, oser l'international, Jean-Yves. Tini, son mot de la fin, elle l'a marqué. L'export fait vivre. Moi, c'est ça. L'export fait vivre. Et comme le faisait remarquer Tini, les petits coqs français juste à côté. Voilà. Je pense qu'on a deux mots et puis surtout le mot-clé, c'est la passion et on est tous très passionnés et merci à tous d'avoir suivi. Prochain webinaire sur la partie fiscalité internationale et on a encore une fois votre relais pour qu'on prolonge ce webinaire et qu'on puisse évidemment faire en sorte d'être tous connectés et d'apporter le meilleur à nos clients avant tout. Merci et merci. Bon début d'année à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Au revoir.